Bonjour à toutes et à tous. Alors, vous avez le droit de vous installer plus devant, si vous le souhaitez. Les personnes à la tribune ne mordent pas. Alors... Oui, t'inquiète. Alors, on est ici pour parler d'un sujet complexe. Donc, pour en finir avec les féminicides, allouer 1 milliard contre les violences sexistes et sexuelles. Et nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui avec nous Claire Charlès, qui est porte-parole des Effrontés. Également Raphaël Rémy Leleu, membre de l'association Élus contre les violences faites aux femmes, conseillère de Paris ELV, ex-porte-parole d'Oser le féminisme. Notre députée La France Insoumise, Bénédicte Taurine. Et donc moi, je suis Sophie Ruiz et je fais partie du groupe thématique Égalité femmes-hommes de La France Insoumise. Voilà. Eh bien, pour commencer, je vais laisser la parole à Raphaël. Bonjour tout le monde, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup pour l'invitation et merci beaucoup pour le travail que vous faites en général sur les violences sexistes et sexuelles et en particulier sur les féminicides. C'est important qu'on ait des temps dans ces universités politiques pour rappeler ce que sont les violences sexistes et sexuelles et essayer de se donner un peu de force, un peu d'expertise et un peu de résolution pour la suite, puisque la suite, c'est tout ce que nous avons encore à faire pour mettre fin au féminicide. Alors normalement, première intervenante, c'est à moi que revient la lourde charge de vous faire un petit point de constat, d'historique, l'histoire des violences sexistes et sexuelles, que sont les féminicides, quels sont leurs mécanismes, tout ça. Le mouvement féministe, depuis notamment 10 ans en France, a passé énormément de temps, énormément d'énergie à expliquer ce qu'étaient les violences sexistes et sexuelles. Et du coup, moi, je vais aller très très vite sur ce constat en vous disant une chose qui est d'une simplicité, mais d'une lucidité assez terrible et assez cruelle, et qui pourtant n'est pas dite comme ça dans le débat public. Et au contraire, d'ailleurs, si je le dis ainsi publiquement, je pense que j'en ai pour environ 6 mois de harcèlement et de cyberharcèlement. Mais tant pis, je vais le dire quand même, hein, puisque de toute manière, étant donné que je suis une femme jeune et élue, je serai cyberharcelée dans les prochains 6 mois. En France et partout ailleurs dans le monde, les hommes tuent. Les hommes tuent des femmes. Les hommes violent. Et quand on pose simplement ce constat, et quand on ose poser la question « Pourquoi les hommes violent ? Pourquoi les hommes tuent ?», on est nous-mêmes victimes de violence. Une violence qui est très personnelle, qui nous empêche dans notre militantisme, et une violence qui est extrêmement politique. Alors que nous ne faisons que décrire la réalité politique des féminicides. La réalité politique qui vous a été explicitée, de même qu'à tout le monde, lors du mouvement MeToo. Et c'est quand même assez extraordinaire ce mouvement où on vous dit on libère la parole. En fait, les femmes ont toujours parlé. Et vu la masse de femmes concernées, c'est pas uniquement que nous avons parlé, c'est que nous l'avons vécu. Et on est obligé de faire émerger la vérité dans le débat public et dans le débat politique, parce que quand ça concerne les femmes, ça a toujours été passé sous silence. Nous avons été silenciés, nous avons été violés, nous avons été battus, nous avons été tués, et on est censé rester silencieuse. Quand on parle, quand nous sommes enfin entendus, si ce n'est écoutés, on nous dit alors que nous sommes en train de démarrer la guerre des sexes. Ah, la guerre des sexes. Toutes les 7 minutes en France, une femme est victime de viol ou de tentative de viol. Il n'y a pas beaucoup de conflits armés dans le monde où une arme de destruction massive est employée toutes les 7 minutes. Très peu, finalement. Si on regarde encore une fois la vérité et les chiffres. Donc la guerre des sexes a déjà lieu. Et ça, c'est important de le dire, parce que moi, j'ai envie de vous parler, pas de l'historique, pas des chiffres, j'ai envie de vous parler d'un sentiment dont on parle très peu en réalité, alors que lorsqu'on se retrouve entre femmes, on en parle très vite, c'est la peur. Le mouvement féministe, depuis quelques siècles, a notamment appris aux femmes à se réapproprier leurs sentiments. Leur dire non, ça n'est pas toi, ta petite voix dans ta tête qui te dit que tu es folle et que tu es parano, et en fait, ta colère est légitime. D'accord. Mais est-ce qu'on peut maintenant parler de notre peur ?
La peur, on en parle quand on parle par exemple de l'extrême droite. On dit la politique de la peur quand on parle de sécurité. La politique de l'opposition, de la haine, de la peur. Il y a quelques jours, on était en journée d'été également, des écologistes à Poitiers, et nous avons fait une réunion non mixte. Je ne vous ferai pas l'article des réunions non mixtes, je vous dirai simplement que c'est extrêmement utile. Petit exercice de partage d'expérience, on demande aux femmes, c'était une réunion sur l'image publique des femmes. On pourrait se dire que c'est assez éloigné de la notion de féminicide. Et on leur demande, sur l'année écoulée, prenez un exemple d'une opportunité que vous avez eue, d'une crainte que vous avez eue, d'une autre femme publique même dont vous vous êtes dit tiens là c'est bien joué en termes de communication ce que tu as fait, ou tiens là c'est compliqué ce que tu as vécu, ça a été dur. Personne n'a parlé d'opportunité, personne n'a parlé de chance, personne n'a dit tiens ça c'était vraiment chouette. On a toutes parlé de nos peurs. De nos peurs qui vont de la peur de dire quelque chose et d'être harcelé sur les réseaux sociaux, de la peur de ne pas être reconnu, de la peur de ne pas être légitime. Et du coup, quand est-ce qu'on parle de la peur qu'on a sur nos vies? La peur qui paralyse, qui empêche de faire quoi que ce soit d'autre. La peur qu'on a nous-mêmes du mal à se réapproprier parce que c'est peu évident de se dire qu'on a peur. On se dit entre nous, on se donne de la force aussi en se disant nous sommes des héroïnes. Et c'est important de se le dire parce que vraiment, y compris pour les femmes politiques, pour arriver à de tels niveaux de responsabilité, avec toute la dureté du monde politique, plus la dureté du sexisme, faut être, c'est pas la parité va mettre des incompétentes au pouvoir, c'est que la parité va mettre des femmes 2 fois plus compétentes que ce qu'on a pu connaître en moyenne. Et donc, dans cette réunion, on a beaucoup parlé de peur. Et moi-même, ça m'a beaucoup fait réfléchir sur les féminicides et la peur du féminicide, dont on parle assez peu, finalement. Est-ce qu'on se dit « j'ai peur d'être victime de féminicide » Bon, on ne le dit pas comme ça, mais pour une raison toute bête aussi. Là, on a quelques chiffres maintenant de cette fameuse guerre des sexes, de ces hommes qui auraient peur d'être avec nous dans des ascenseurs, de ces hommes qui auraient peur d'être avec nous si la porte du bureau est fermée. Sauf qu'en fait, nous, on a peur du viol, ça commence à être un peu connu. Et puis, on a cette peur qui, parce qu'elle n'est même pas formulée, ne peut pas être résolue. La peur, c'est l'expression d'un besoin, finalement, d'un besoin auquel on ne répond pas. Le besoin, en tant que femme, de vivre libre, en sécurité, sans avoir peur qu'un homme nous tue ou nous viole. Et ça, c'est extrêmement peu présent. Pourquoi ? Déjà parce que les chiffres, on pourrait dire que c'est pas grand-chose, les chiffres. Les chiffres des 150 femmes victimes de féminicide par un ex ou par un compagnon. Ça, ce sont les chiffres en 2019 du ministère de l'Intérieur. Mais les chiffres des féminicides, chaque année, sont tenus non pas de manière directe par le ministère de l'Intérieur, c'est tenu par d'autres femmes, d'autres amies de victimes, d'autres survivantes, le collectif féminicide par ex ou par compagnon. Et ce sont elles, ces militantes féministes, qui chaque jour ont des alertes sur l'ensemble de la PQR en France, sur l'ensemble des obsèques, sur l'ensemble des préfectures, et qui vont compter combien d'entre nous ont été tués par un ex, par un compagnon, par un homme, parce qu'elles sont des femmes. Et ça, c'est la définition du féminicide. C'est le fait d'être tué parce qu'on est une femme. Ça, c'est la guerre des sexes qui a lieu chaque jour. Ça, c'est la guerre que l'on mène en étant uniquement victime et en n'étant pas prise au sérieux. Parce que là-dessus, il n'y a eu jamais en France d'état d'urgence. On a des états d'urgence sécurité, on a des états d'urgence sanitaires, on a chaque année des femmes victimes d'hommes en France, et là-dessus, il n'y a aucun état d'urgence. Les grands tenants du tout sécuritaire, et là, je vais parler de mon grand copain Didier Lallemand, vous l'attendiez. Ces gens-là qui nous disent en permanence la sécurité, la sécurité, la sécurité, le sérieux, les chiffres, les chiffres. Il y a quelques années, j'étais vice-présidente du Centre Hubertine Auclair, qui est le centre régional de la région Île-de-France de ressources sur l'égalité femmes-hommes. Et on s'est dit, mais puisqu'ils n'entendent pas lorsqu'on crie, puisqu'ils n'entendent pas lorsqu'ils vont en manif, puisqu'ils n'entendent pas la parole des associations féministes, on va faire un truc qui est plus dans leur corde, dans leur compréhension. On va faire un rapport. Truc chouette. On va faire un appel à projet, on va faire une évaluation, on va avoir l'autorisation de la préfecture de police, on va aller mener des enquêtes dans les commissariats et dans les gendarmeries de la région Île-de-France et on va faire un rapport. Violence contre les femmes, lutte contre les violences faites aux femmes, grande priorité du quinquennat. Le rapport est sur le bureau de Didier Lallemand depuis 2018. C'est dommage,
Un rapport sur le dépôt de plainte dans les commissariats et les gendarmeries de la région Île-de-France. Ce serait intéressant quand même de pouvoir objectiver tout ça, de pouvoir mener de la politique publique. La politique publique, pour que ça fonctionne, c'est très simple. Il faut 3 choses. Il faut de la méthode, il faut des moyens, il faut de l'évaluation. Les politiques publiques concernant les femmes n'ont aucun moyen. Je ne dis pas ça pour les amis qui discutent de conditions animales dans l'amphithéâtre, mais il y a environ 100 fois plus d'argent en France consacré à la protection des animaux qu'à la protection des femmes. Ça interroge quand même un tout petit peu. Il n'y a aucune méthode, puisque même quand on propose, avec des éléments publics, en fait, institutionnels, d'avoir des chiffres pour se baser dessus, eh ben, il ne se passe rien, ça n'est pas publié. Et on n'entend jamais les survivantes, les héroïnes des féminicides. Elles n'existent pas. Pourquoi elles n'existent pas ? Parce qu'elles sont mortes. On entend ceux qui vont dire oh là là, quel scandale quand même. Vraiment, vous pourriez laisser tranquille l'artiste. Laissez Bertrand Cantat chanter. Quand est-ce que vous avez entendu pour la dernière fois la voix de Marie Trintignant ? Cette voix-là, on ne l'entendra plus. Et parce qu'il y a encore un saut politique à faire. Les hommes en France violent, les hommes en France tuent. Les hommes en France sont violents contre les femmes. Les survivantes des féminicides, c'est très simple. On est environ 213 000. Et encore, c'est un chiffre très sous-estimé, puisque nous n'avons pas les moyens, nous n'avons pas l'évaluation, il y a encore un énorme tabou social. On est 213 000 par estimation gouvernementale à être victimes de violences conjugales chaque année en France. À quel moment c'est une violence conjugale ? À quel moment c'est un féminicide qui n'a pas eu lieu ? Puis à quel moment c'est l'une des 150 femmes qui aura été effectivement tuée par son ex ou son compagnon ? À quel moment, par exemple, mon cas, ma situation personnelle, 35 jours d'ITT, il s'est saisi d'une arme blanche, j'étais séquestrée dans ma propre maison. À quel moment on a décidé que c'était violence volontaire aggravée de 2 circonstances avec 2 ans de prison avec sursis, une mise à l'épreuve qui n'a pas lieu, etc. À quel moment on n'a pas décidé que c'était une tentative d'homicide ? Moi, je ne sais pas, j'attends toujours cette réponse. Et c'est une réponse que je n'aurai jamais. De la même manière que je n'aurai jamais ni le soutien psychologique, ni le soutien financier. Donc là, il nous reste quoi ? Il nous reste le soutien politique. Et alors, on a essayé de le faire. En 2015, Oser le féminisme lançait une campagne « Reconnaissons le féminicide ». 3 grandes revendications. Reconnaître le féminicide dans le langage. On se basait notamment sur les travaux de Sophie Gourion qui tenait un Tumblr « Les mots tuent ». Parce que c'est pas du drame passionnel, parce que c'est pas une histoire d'amour qui a mal tourné, parce que c'est pas il tue sa compagne puis se suicide, 2 morts à Marignan. Non, c'est un homme qui tue une femme. C'est un féminicide. Donc, reconnaissance dans les mots, dans le langage. Ça a bien évolué. Vraiment, ça a très bien évolué. Deuxième reconnaissance, dans le code pénal. Alors ça, on attend toujours. On a quand même gagné la circonstance aggravante du sexisme pour les crimes et les délits. Ça existait auparavant pour le racisme et l'antisémitisme. Depuis quelques années, ça existe aussi maintenant pour l'homophobie et le sexisme. Si vous êtes insulté parce que vous êtes une femme, c'est une circonstance aggravante. Si vous êtes battu parce que vous êtes une femme, ça devrait pouvoir être retenu comme une circonstance aggravante. Ça n'est pas encore le cas. En tout cas, on attend le procès qui va dire que. Et puis, la 3e revendication, c'était la reconnaissance du féminicide dans les moyens, dans l'action publique, dans cet état d'urgence face au machisme qui nous tue. Et ça, on n'y est pas, mais alors pas du tout. En 2015, la campagne s'était notamment appuyée sur une pétition qui avait été lancée par Cathy Thomas. Cathy Thomas, c'est une femme dont la sœur et les parents ont été exécutés à Grande-Synthe par l'ex-compagnon de cette femme. Et puis, c'était un peu l'histoire sordide de l'ensemble des manquements de l'État. C'est une plainte qui n'a pas été transmise parce qu'il y avait une différence entre la zone gendarmerie et la zone police. C'est une protection qui n'a pas été suivie parce que cette femme s'est enfuie, Isabelle Thomas, de là où elle résidait chez ses parents, et son ex-compagnon l'a suivie. Mais par contre, la protection de l'État ne l'a pas suivie. C'est un appel à l'aide qui n'a pas été pris au sérieux. On a les bandes sonores.
Et c'est finalement un féminicide en place publique, en plein jour, à Grande-Synthe. Et c'est quelque chose qui ne sera jamais jugé, puisque cet auteur de féminicide, ce tueur, s'est suicidé en prison. Ça arrive encore en France tous les jours. Et on va pouvoir maintenant, un peu plus, faire la chronique de toutes ces défaillances. Ça s'est passé cette année, vous l'avez bien vu. Il y a eu plusieurs féminicides qui ont été documentés. Mais c'est bien tout mon problème. C'est documenté, on sait ce qui se passe. Ça se passe dans vos vies, ça se passe dans la mienne, ça se passe dans la vie de beaucoup, beaucoup, beaucoup de femmes. On a les solutions. La question, c'est pas que faire. Que faire? On le sait très bien. On l'a fait en Espagne. Et en Espagne, ça a été une victoire. Les chiffres ont diminué. Pourquoi, lorsqu'on parle de la protection des femmes, c'est le seul indicateur politique, finalement? On ne va pas se dire l'objectif, c'est que l'année prochaine, on passe de 150 à 75 femmes. Combien de morts on pourrait éviter? Donc, après, que fait-on? Parce qu'on a fait cette campagne en 2015 et je crois vraiment que c'est l'un des plus grands succès féministes de ces dernières années en France. Parce que ça a marché, parce que ça a été repris par énormément de collectifs, par énormément de médias, par énormément de féministes de plein de bords différents. La preuve, maintenant, le titre de l'atelier d'aujourd'hui, c'était 1 milliard pour arrêter les féminicides. C'est un chiffre qu'on a travaillé avec le Haut Conseil à l'égalité. C'est un chiffre de militantes féministes, d'expertes qui ont trouvé ce chiffre et qui ont dit c'est possible si on met 1 milliard d'euros sur la table. Ok. Ça, maintenant, c'est votre rôle aussi en tant que militant et militante politique de porter ce plaidoyer-là maintenant que vous le connaissez, maintenant qu'il est partagé, maintenant que vous avez un sens de l'urgence de la situation. Mais il y a aussi tout ce qu'il ne faut pas faire. Par exemple, se lever, toujours à l'invitation d'un certain Didier Lallemand, pour applaudir quelqu'un qui a permis de construire l'impunité pendant des années et des années. Parce que soyons clairs, violeur, pédocriminel, coupable de féminicide, c'est la même violence masculine, c'est le même continuum des violences. Donc, comment fait-on maintenant, en plus de porter ce plaidoyer politique, pour faire cesser l'impunité? On se le dit, on se dit la vérité entre nous, on se remercie, et là-dessus, vraiment, les militants et les militantes de la France Insoumise, et notamment une certaine Danielle Simonet, ont été irréprochables et des soutiens formidables dans des moments où nous n'étions pas soutenus. On se dit aussi qu'on va écouter la copine ministre de l'égalité en Espagne, Irene Montero, qui explique dans une interview croisée avec son homologue française que jamais en Espagne, il ne serait possible d'avoir un Darmanin ministre de l'Intérieur. Vous sentez quand même qu'il y a un certain tropisme sécurité, hein, que j'ai envie de vous parler de ça. Moi, j'ai hâte que ça y est, il y ait plus de femmes victimes de féminicide en France et que je puisse vous parler d'autre chose. Et puis, il y a le respect du travail féministe. Arrêtez de tout le temps demander aux féministes de réexpliquer 20 fois les mêmes choses, parce qu'on va le faire, c'est l'œuvre pédagogique, c'est l'œuvre politique. Ok, mais on a envie de passer le cap d'après, on a envie d'avoir des résultats. Pas que parce que la politique, c'est tenir ses promesses, mais parce qu'on a besoin de protection. Moi, je ne veux plus avoir peur dans une rue inconnue, dans une ville que je ne connais pas, parce que je sens qu'il y a un homme derrière moi et qu'en fait, oui, j'ai encore peur pour ma vie et que c'est quelque chose qui n'est pas résolu. Et donc là, je vous le dis en toute amitié, mais parce que c'est important. Qu'est-ce qu'on fait après? Il y a aussi ce qu'on ne fait pas, et à savoir, on ne sort pas un ancien ministre de l'Intérieur accusé de harcèlement et d'agression sexuelle pour parler de sécurité. Ouais, merci beaucoup pour ton intervention, ton témoignage qui est, à mon sens, éclairant sur la situation que nombre de femmes vivent tous les jours. Ouais, pardon, excusez-moi. Donc pour ma part, je suis députée, je suis membre de la délégation aux droits des femmes. Et c'est vrai que cette délégation... elle existe, mais dans son fonctionnement, il me semble qu'elle est très institutionnalisée. On fait des rapports, etc. Mais je pense que ça ne va pas suffisamment loin non plus. Donc, il faut qu'au niveau de l'Assemblée aussi, les choses évoluent et que la parole s'exprime
au-delà des institutions, parce que c'est très bien, moi j'ai fait 2 rapports, femmes et armée, menstruation, mais au final, ce que ça apporte aux femmes, des fois je me pose la question. Par rapport à la situation, est-ce que l'on a pu défendre ces dernières années, c'était notamment quand le droit des femmes a été grande cause du quinquennat en fait. On s'est aperçu que c'était uniquement de la communication, que les moyens n'y étaient pas, et qu'on n'avait plus de ministre, que c'était une secrétaire d'État. Alors elle avait beau se vanter, Madame Schiappa, d'être rattachée directement au Premier ministre, il n'empêche que nous n'avions plus de ministère dédié. Les moyens, je l'ai dit, n'y sont pas. On a fait une tribune aussi concernant le 3919, qui voulait être une plateforme dédiée aux femmes et qui, au final, rentre dans quelque chose de libéralisé et où la place des femmes et l'écoute pour les femmes, elle n'était plus ce qu'elle devait être, en fait. Donc, on a essayé de faire quelques propositions, porter des revendications, et c'est vrai que il me semble qu'on n'est pas forcément suffisamment entendu. Que ce soit en France, en Italie ou en Espagne, en fait, le nombre de féminicides, il a baissé en 2020, avec en France 90 femmes décédées, 67 en Italie et 45 en Espagne, qui ont été tuées donc par leurs compagnons ou ex-compagnons. Ce qui a pu faire dire à Dupond-Moretti que c'était grâce aux mesures mises en place après le Grenelle des violences, donc qui a eu lieu en septembre et novembre 2019, et notamment grâce à la mise en place des bracelets anti-rapprochement dont ils ont fait une grande campagne. Mais en fait, on s'est aperçu qu'en mai 2021, on a eu une reprise des féminicides après la levée des confinements, qui a été une période extrêmement complexe pour les femmes qui ont quand même été abandonnées. Dupond-Moretti, du coup, il est obligé de revenir sur ses paroles en disant que les bracelets, ils n'avaient pas vocation à rester dans les tiroirs, parce qu'en fait, il en avait été posé uniquement 61, alors qu'il y avait 1350 femmes qui en auraient eu besoin. Et en Espagne, c'est le cas. Les femmes sont protégées par ces bracelets anti-rapprochement, et aucune d'entre elles qui ont bénéficié de ce dispositif n'a été assassinée. Donc en fait, en France, on se rend compte qu'on fait de la communication, on parle des bracelets anti-rapprochement, etc., mais que dans les faits, ils ne sont pas mis, ça n'est pas mis en œuvre. Pour les rares pays européens où on a des statistiques officielles pour 2021 qui sont disponibles, les féminicides, ils reprennent un taux habituel. En Belgique, ce sont 13 féminicides qui ont été recensés en avril 2021, contre 24 sur l'ensemble de 2020. Alors qu'en France, 56 femmes ont été tuées à ce jour, contre 46 à la même date en 2021. Et en fait, à chaque fois, on égrène des chiffres, et on se rend compte que ça ne fait même plus réagir les gens, en fait. On devient des nombres, hein, voilà, on a tant de femmes qui sont tuées, mais au final, le milliard dont on a besoin, en fait, on ne l'a pas. La collègue disait on a plus d'argent pour la défense pour les animaux. Et en fait, c'est une réalité. C'est-à-dire que la cause féministe, malgré tout ce que dit le gouvernement, elle n'est pas réelle, en fait. On reste dans l'incantatoire, dans la communication, mais au final, concrètement, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Même au niveau, on parlait tout à l'heure des commissariats. Donc on essaye d'aller dans les commissariats, de voir comment ça se passe, pour les dépôts de plainte, d'avoir des améliorations. Mais c'est pareil, c'est insuffisant. Et quand on nous dit au niveau des gendarmeries, par exemple, quand vous êtes accueillis dans le couloir et qu'on ne vous laisse pas rentrer alors que vous avez été frappé, et que vous restez à la porte et qu'on vous dit « Ouais, c'est pas grave, madame, vous savez, vous avez été bousculée, vous avez été jetée à terre, mais il y a des femmes qui meurent, donc vous, votre situation, c'est pas très grave, rentrez chez vous et tout ira bien. » Après une discussion, et ça, c'est gendarmerie de Lavelanet en Ariège. Hein. Donc, il y a encore beaucoup de choses à faire évoluer, même s'il y a une prise de conscience légère quand même, mais il me semble que c'est quand même extrêmement insuffisant.
Le Grenelle des violences, il ciblait aussi l'objectif de 2 centres d'accueil des auteurs de violences par région, à titre expérimental pour faire baisser la récidive et pour permettre l'éviction immédiate du conjoint violent et laisser la famille et les enfants dans le milieu, plutôt que de leur faire subir à elles, qui sont déjà des victimes, la double peine d'être exclues de leur domicile. Et en fait, c'est pareil, c'est une mesure qui n'existe pas concrètement dans les faits. Et c'est toujours les femmes, du moins dans ma région, qui sont sorties du domicile pour être placées dans des conditions de sécurité qui sont relatives. Et à ce jour, il n'y a que 2 centres, un dans le Pas-de-Calais et un dans la Creuse, alors qu'il devait y en avoir 2 par région. Donc on parlait de l'Espagne tout à l'heure. C'est la championne d'Europe pour la législation et la prise en charge, puisque le pays a institué dès 2004 des tribunaux spécialisés pour le jugement des coupables pour les coupables de violences conjugales. Et une réponse pénale intervient au maximum 15 jours après la plainte, alors qu'en France, on est encore à l'expérimentation de tribunaux spécialisés. Un rapport du Sénat de juillet, il pointe les défaillances à tous les niveaux de la chaîne pénale. Et on en avait parlé avec la garde des Sceaux à un moment donné. C'est pareil, on nous a renvoyé qu'on prenait toujours l'exemple de l'Espagne, mais qu'en fait, c'était peut-être pas une réalité, etc. Alors que concrètement, on sait très bien qu'en Espagne, ça se passe mieux qu'en France et qu'on devrait suivre cet exemple-là. Le meurtre de Chahinez a révélé une absence totale de communication entre la police et l'administration pénitentiaire, puisque l'auteur avait été condamné et qu'il avait été emprisonné. Et quand il a été recherché par la police, après une nouvelle plainte de Chahinez à sa sortie de prison, eh bien, il n'y a pas eu de lien entre la police et l'institution pénitentiaire. Et en fait, du coup, ils l'ont pas arrêtée et elle a été assassinée. Donc c'est pareil, au niveau de tout ce qui est suivi psychologique, psychiatrique, rien n'a été proposé. En fait, on ne suit pas les exemples qui se passent en Europe et à l'étranger. Et les liens, ils sont compliqués entre les associations et tout ce qui est police et justice. Et tu en as parlé aussi tout à l'heure. En fait, c'est très segmenté, tout ce qui est suivi des femmes, etc. Et du coup, effectivement, les associations, on nous regarde un peu de travers et on dit c'est à la police de s'en occuper, sauf que la police et la gendarmerie ne s'en occupent pas. Et en 2019, sur 125 000 femmes qui ont déclaré des violences auprès des forces de sécurité intérieure, seulement 52 000 agresseurs conjugaux ont fait l'objet d'une réponse pénale et seulement 33 000 l'objet de poursuites judiciaires. Donc en fait, on voit qu'il y a une défaillance de l'État et quoi que puisse exprimer le garde des Sceaux, Marlène Schiappa, etc., on se rend compte qu'il n'y a que de la communication qui est mise en avant. Luc Frémiot, ex-procureur à Douai, fer de lance dans la lutte contre les violences conjugales, a fait chuter drastiquement le taux de récidive dans sa juridiction. Il a préconisé une enquête et une garde à vue systématique pour chaque plainte afin de prévenir les féminicides. Or, comment on peut demander cette systématisation à des procureurs qui reçoivent plus de procédures qu'ailleurs en Europe, alors que la situation, quand on regarde les chiffres, elle est positive. Sauf que si on les noie sous des tonnes de dossiers, en fait, la féminicide ne devient plus une priorité. Et donc, en fait, les affaires, elles sont classées et 2/3 des affaires dont les procureurs sont saisis sont classées. Et enfin, parmi les 1000 places récemment créées en hébergement d'urgence pour les femmes victimes de violences, et alors que le nombre est encore insuffisant, notamment en Ariège, on n'a pas l'impression que ce soit une question
prégnante, alors qu'on n'a pas suffisamment de place. Et pour être en rapport assez régulièrement avec la personne référente de l'égalité, on n'arrive pas à trouver des hébergements qui soient suffisamment protecteurs aussi pour les femmes. Et ça va à l'encontre de ce qu'on disait tout à l'heure, parce que nous, on n'a pas du tout imaginé sortir l'agresseur de son appartement. On est encore dans l'idée, on va isoler les femmes. Donc, le montant qui est attribué à cette institution pour permettre à ces femmes d'obtenir un autre logement, il est extrêmement faible et il n'inclut ni un suivi social ou psychologique en plus de l'hébergement. Donc toutes ces places, elles se trouvent dans des établissements mixtes souvent, alors que en fait on demande à ce que les femmes elles soient mises en sécurité, en sûreté dans des établissements non mixtes. Et ça aussi, c'est extrêmement complexe. Parce que quand on a été traumatisé, quand on a été victime d'agression, se retrouver ensuite dans des hébergements où il y a présence d'hommes, ça ne permet pas de sortir de ce traumatisme. Donc en fait, ce dont on se rend compte, c'est qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire et que, y compris à l'Assemblée, on n'est pas suffisamment entendu et que le gouvernement reste dans l'incantatoire et on fait tout ce qu'on peut. Ça n'a jamais été aussi bien, tout ce qui a été fait pour la cause des femmes, etc. Sauf que concrètement, dans les faits, en fait, on se rend compte que c'est pas le cas, quoi, qu'ils font que de la communication. Voilà, je vous remercie. Donc, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup à la France Insoumise pour cette invitation. Merci à Raphaël et à Bénédicte pour leurs interventions vraiment très intéressantes et vraiment merci beaucoup. Je vais essayer du coup moi de parler des revendications en fait du mouvement féministe, de qu'est-ce qu'il faudrait faire pour changer tout ça. Je vais parler plus largement pas seulement des féminicides mais aussi des violences sexistes et sexuelles parce que c'est un des points concernés par cette conférence. Bénédicte était en train de parler de la communication, donc je vais un peu commencer par là. Déjà, je voudrais rappeler qu'en fait, grande cause du quinquennat, en fait, quand le quinquennat a débuté, il s'est trouvé que le budget alloué au secrétariat aux droits des femmes a été amputé de 25% par rapport au précédent quinquennat. C'est même un des plus petits budgets de l'État. J'y reviendrai peut-être plus tard. Il y a eu une fake news de Marlène Schiappa en 2019 qui a consisté à annoncer un faux budget de soi-disant d'1 milliard pour nous faire taire parce que nous toutes notamment et le mouvement féministe martelait depuis des mois qu'il fallait 1 milliard. Donc histoire de faire de la com, elle a annoncé un budget mais en fait il est vraiment... je vous invite en fait, parce que je ne vais pas avoir le temps de détailler, mais je vous invite à aller voir le debunking de Caroline de Haas. Ça se trouve sur internet, c'est extrêmement précis et vous comprenez qu'il n'y a pas du tout 1 milliard qui a été mis sur la table. Et en plus, il y a eu un rapport du Sénat qui est arrivé aux mêmes conclusions quelques semaines plus tard. Donc c'est vraiment, ça ne vient pas juste d'une seule féministe, ça vient aussi d'un rapport sénatorial. La communication, ça consiste en quoi ? Souvent, annoncer des mesures qui existent déjà. Simplement, ça marche super bien parce qu'en fait, d'abord, c'est jamais suivi d'une annonce de budget. Donc en fait, on ne sait pas comment ça va être financé. Donc c'est facile, on fait des annonces. Et en plus, la plupart des gens, enfin vous et moi, les personnes lambda, ne connaissent pas les mesures qui sont déjà mises en place. Tout simplement parce que comme elles ne sont pas appliquées, personne n'en a connaissance. Donc ça, c'est un truc qui marche et qu'ils n'arrêtent pas de réutiliser. Je suppose aussi dans d'autres sujets que la question des violences faites aux femmes, c'est annoncer des choses qui sont censées être mises en place depuis 2005, depuis 2000, enfin depuis des années en fait. Notamment, là, Darmanin vient d'annoncer, par exemple, qu'il y allait avoir de la création d'équipes spécialisées dans les commissariats. Ça, c'est une mesure qui date de 2005, qui n'est pas financée et donc pas appliquée. Il a également annoncé qu'il y allait avoir un officier de police judiciaire spécialisé dans chaque commissariat. Là, pareil, il dit ça, mais il ne dit pas combien de postes vont être recrutés, en fait, combien de personnes vont être recrutées. Et en fait, il y a déjà quelques années, on nous annonçait 73 postes. Et on n'en a pas vu la couleur. Donc en fait, à partir du moment où ils ne disent pas comment ils vont financer, on sait qu'il n'y aura jamais rien. Et comme ça a été dit, le Haut Conseil à l'égalité a estimé à 1 milliard le budget nécessaire pour en finir avec les violences sexistes et sexuelles, donc les féminicides, mais aussi toutes les violences sexistes et sexuelles. Donc là, je vais un petit peu lister les revendications. Il y en a énormément. Je vais essayer, il y en a vraiment beaucoup. Je vais essayer de ne pas y passer trop longtemps.
Alors, d'abord, pour moi et pour l'ensemble du mouvement féministe, c'est une revendication qui revient beaucoup, qui est essentielle, c'est la formation initiale et continue de tous les acteurs qui se trouvent sur le parcours juridique d'une femme qui est victime de violence. Ça comprend les agents de police, les magistrats, les juges aux affaires familiales, les experts et psychologues qui interviennent dans des procédures, les personnels de santé, mais aussi les médecins du travail, l'inspection du travail, les infirmières scolaires, et aussi la petite enfance et la protection de l'enfance. Et les travailleurs sociaux, merci. Et en fait, qu'est-ce qui se passe actuellement dans l'accueil en commissariat ? En fait, les victimes ne sont pas crues. Pourquoi ? Si la victime ne correspond pas à l'idée préconçue et fantasmée que s'en font les policiers, à savoir, par exemple, une victime qui serait en larmes, qui serait bouleversée. Par exemple, si la victime paraît froide, paraît distanciée par rapport à ce qui lui est arrivé, eh ben, on ne va pas la croire. Alors qu'en fait, d'abord, on a le droit d'être froid, même si on a vécu un traumatisme. Ensuite, il y a ce qui s'appelle la dissociation traumatique, qui sont quand même des phénomènes connus maintenant, donc il faut absolument que les policiers soient formés à ça. Et à l'inverse, si une victime paraît aussi incohérente, parce qu'elle a une amnésie traumatique, donc elle va changer de version, elle va pas se souvenir totalement, et ben pareil, on va dire, cette victime, elle n'est pas crédible. Là, elle a dit ça, mais en fait, après, elle a dit ça. Donc là encore, si on forme pas les policiers, on changera pas ça. Par ailleurs, souvent, les policiers font pression sur les victimes pour que soit elles ne déposent pas plainte, soit pour qu'elles transforment leur plainte en main courante. Et ça, c'est interdit par l'article 15.3 du Code pénal. Et nous, on veut qu'il y ait des sanctions. On veut que les policiers qui fassent ça soient sanctionnés. C'est plus possible que ça arrive encore. Un autre scandale qui a été révélé par la grande enquête du Monde sur les féminicides qui ont eu lieu entre 2018 et 2019, c'est que dans les commissariats, les policiers se permettent de classer d'eux-mêmes 29% des plaintes déposées par des femmes qui ont été tuées ensuite. Donc c'est-à-dire que 29% des plaintes déposées par des femmes féminicidées entre 2018 et 2019 ne sont jamais arrivées au procureur de la République. C'est un scandale absolu. Alors, la question des mains courantes, très très rapidement. Darmanin a annoncé la suppression des mains courantes et beaucoup là-dessus, les effrontés, on va peut-être être un petit peu à part par rapport à certaines actrices et acteurs du mouvement féministe. Nous, on est pour maintenir les mains courantes. Je vous explique pourquoi. La main courante, effectivement, derrière, il n'y a pas d'enquête. En fait, nous, on estime qu'il faut respecter le temps psychique de la victime. Il y a des victimes qui ne sont pas prêtes à porter plainte pour plein de raisons. D'abord, quand vous portez plainte, vous vous mettez en danger. Parce que la société actuellement, on exhorte les femmes à porter plainte comme si les femmes, elles étaient un peu bécasses et qu'elles n'étaient pas assez courageuses. Non, une femme, quand elle porte plainte, elle se met en danger. Il faut savoir que dans la moitié des cas de féminicide, c'était par ex-conjoint, c'est-à-dire que les femmes venaient de quitter leur conjoint. Également, 40% des femmes tuées avaient déposer une main courante ou porter plainte. Donc en fait, même quand les femmes portent plainte, la société n'est pas en mesure d'assurer leur protection, notamment parce qu'il n'y a pas d'hébergement, mais également à cause des lenteurs des procédures judiciaires. La main courante, à quoi ça sert ? Une femme qui n'est pas prête à porter plainte, elle va pouvoir laisser une trace juridique tel jour, à telle heure, j'ai eu un œil au beurre noir. Derrière, il n'y a pas d'enquête, mais le jour où elle portera plainte, il y aura ces traces juridiques qui donneront du poids à sa plainte. Donc pour nous, c'est extrêmement important de ne pas forcer les femmes à porter plainte. Elles ont des tas de bonnes raisons de ne pas le faire. Elles se mettent en danger quand elles le font. Donc on ne peut pas, pour nous, il ne faut pas supprimer les mains courantes. Par contre, il faut effectivement pas faire pression sur les victimes pour qu'elles déposent des mains courantes. L'idéal, ça serait aussi la création en fait, de structures publiques pluridisciplinaires pour les accueillir, comme ça a été dit. Parce qu'effectivement, à partir du moment où vous avez une structure où il y a un peu de tout, c'est-à-dire du médical, un commissariat. En fait, la démarche pour la victime, elle est une femme qui vient d'être violée, par exemple, et qui va porter plainte. C'est extrêmement difficile. Après, on va lui dire, bah oui, mais maintenant, il faut que vous fassiez constater votre viol. Quelle femme... le premier truc que vous avez envie de faire quand vous avez été violée, c'est de rentrer chez vous et de vous doucher et donc de faire disparaître les preuves. Donc s'il y a des structures pluridisciplinaires avec des psychologues, une structure médicale et de quoi porter plainte, ça faciliterait énormément les démarches des femmes. Alors, je parlais de la formation. Il faut former les magistrats. Actuellement, que font les magistrats ? Souvent, ils qualifient mal les faits. C'est-à-dire que, par exemple, il y a des déqualifications. Alors, il y a deux sortes de déqualifications. Il y a ce qu'on appelle la déqualification de droit et la déqualification de fait. En fait, il faut savoir que 80% des viols sont déqualifiés en
agression sexuelle, soit parce que le magistrat, le juge d'instruction a mal qualifié le viol, c'est-à-dire qu'il a qualifié ça en agression sexuelle alors que c'est un viol, soit parce que ça a été correctement qualifié, mais ensuite on a poussé la victime à correctionnaliser son viol. Parce qu'en fait, les tribunaux correctionnels jugent plus rapidement, ils sont moins engorgés que les tribunaux d'assises. Donc les victimes, évidemment, elles ont envie que ça aille vite. C'est très très dur des années de procédure judiciaire. Le problème, c'est que du coup, comme les tribunaux correctionnels ne sont pas habilités, ils ne sont pas qualifiés en fait pour s'occuper des viols. Donc ça entraîne de fait une déqualification d'agression sexuelle. Et ça a un impact sur la peine ensuite, parce que pour les agressions sexuelles, même si la peine pour une agression sexuelle, la peine maximale, c'est 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende, je peux vous dire que pour agression sexuelle, souvent c'est du sursis, du rien du tout. Donc en général, quand il y a déqualification, vous allez avoir des peines de sursis pour des viols. C'est ça qui est incroyable. La question des experts, alors ça c'est vraiment extrêmement important. Les experts qui interviennent dans des procédures judiciaires, en fait ils ruinent les procédures. Ils sont emplis de poncifs patriarcaux dangereux et qui sont invalidés scientifiquement. Par exemple le concept d'aliénation parentale, qui en fait c'est un concept qui dit que par exemple quand une mère dénonce des faits de violence incestueuse sur son enfant, on va dire oui mais en fait elle manipule l'enfant pour aliéner l'enfant à son père. Ça a été interdit, ce concept il est interdit par le ministère de la Justice depuis 2018. Et pourtant, on continue de l'entendre dans les tribunaux, il continue d'avoir cours. Et en fait, ces experts, ils se cooptent entre eux, il y a une absence totale de contrôle. Et nous, on veut que ce soit contrôlé. Et surtout, on veut qu'ils justifient, qu'ils soient obligés de justifier d'une formation à la traumatologie et à la victimologie. Parce qu'en fait, actuellement, comme ils ne sont pas formés et qu'ils sont pleins de poncifs patriarcaux, ils font n'importe quoi. Et ils rendent des expertises qui sont totalement à côté de la plaque. Mais vraiment. Ils font énormément de dégâts. Alors, on voudrait la création de tribunaux spéciaux. Je suis désolée, je vais un peu vite, mais comme j'en ai vraiment beaucoup, j'ai peur après de dépasser. Donc, création de tribunaux spéciaux comme il en existe en Espagne, puisque les tribunaux spéciaux en Espagne traitent les affaires de violence conjugale en 15 jours. Et en France, il faut savoir que le temps moyen d'une instruction, c'est de 14 mois. Donc, c'est énorme, en fait. Donc il faut des moyens aussi pour désengorger la justice et les tribunaux. Il y a certains endroits où des procureurs de la République ont 4000 dossiers par an. Donc évidemment, ça ne peut pas aller vite dans ces conditions. On veut aussi un objectif chiffré de délivrance d'ordonnances de protection, puisque en Espagne, ils en délivrent plus de 20 000 pour une population qui est quand même moindre que la nôtre. Et nous, on en délivre à peu près 2500 par an, alors que, ça a été dit, on a en moyenne 220 000 femmes qui sont victimes de violences chaque année. Donc on n'est vraiment pas sur un chiffre qui est cohérent en fait, avec la réalité des femmes victimes de violences. Après, c'est une procédure d'urgence. Et pour une procédure d'urgence, en moyenne, elles sont délivrées en 41 jours en France. Donc c'est encore une fois beaucoup trop lent. L'Espagne en délivre en 72 heures en moyenne. Donc là encore, il ne faut pas partir de rien, il faut s'inspirer de ce qui marche dans les pays qui ont fait ce qu'il fallait. Les places d'hébergement, on en a parlé tout à l'heure. Ce qu'il faut, c'est des places d'hébergement, non pas d'urgence, parce que ça, effectivement, c'est souvent mixte. Et en plus, c'est des endroits où on reste 2 jours. Et souvent, dans la com gouvernementale, ils mélangent un peu les deux. Nous, on veut des places d'hébergement de CHRS, c'est-à-dire de centres d'hébergement et de réinsertion sociale. C'est des places d'hébergement pérennes de 6 mois, renouvelables. Et c'est vraiment ça qu'il faut pour les femmes. Et actuellement, on n'en parle plus du tout. C'est-à-dire que d'abord, il y a eu des fake news. Enfin, ça a été annoncé qu'il y aurait des créations de places. En 2019, ils avaient annoncé ça pour 2020. Les associations de terrain n'en ont pas vu la couleur et aujourd'hui, c'est totalement absent de la communication gouvernementale. Sachant que c'est préconisé par la Convention d'Istanbul. C'est-à-dire, je vous dis en 2 mots ce que c'est que la Convention d'Istanbul. En fait, c'est le premier instrument juridiquement contraignant au niveau pan-européen qui offre vraiment un cadre juridique complet pour la prévention de la violence, la protection des victimes et à la fin de l'impunité des auteurs de violences. Et en fait, la France, elle a ratifié cette Convention d'Istanbul en 2014 et du coup, elle s'est engagée juridiquement et actuellement, elle ne la respecte pas. Et c'est loin d'être le seul point sur lequel elle ne la respecte pas. On a été épinglé en 2019 par le Grevio. Le Grevio, c'est l'instance qui s'assure en fait que les pays appliquent ou pas la Convention d'Istanbul, et on a été épinglé sur énormément de points. Donc la Convention d'Istanbul demande qu'il y ait un certain nombre de places d'hébergement et il en manque, en 2019, il en manquait à peu près 1700 pour être à jour. Et maintenant, il y a tellement... Enfin, j'ai même plus les chiffres, donc je ne pourrais plus vous dire actuellement. Alors nous, on tient absolument aussi à ce qu'il y ait une mise en place de programmes d'éducation à l'égalité entre les genres et contre le sexisme, de la maternelle au supérieur.
c'est extrêmement important parce que Raphaël en a parlé, c'est un continuum en fait. Les violences patriarcales, c'est un continuum. Tout commence dans la petite enfance, les stéréotypes de genre, les rôles sociaux attribués aux femmes et aux hommes, la socialisation différenciée, la masculinité toxique commence dans l'enfance. Et en fait, ce continuum, ça part de la blague sexiste en passant par la main aux fesses, qui est une agression sexuelle, pour finir par les violences sexuelles et physiques répétées sur conjointe et par le féminicide. Tout est lié en fait. Et pour faire écho aussi à ce que disait Raphaël quand tu disais les hommes violent, les hommes tuent. Des fois, ça peut choquer cette phrase, mais en fait, nous, on a les statistiques de combien de femmes sont victimes. On n'a pas vraiment les statistiques, évidemment, des auteurs. Mais en fait, il faut bien comprendre qu'on peut raisonnablement faire une estimation à partir des statistiques. Très rapidement, une femme sur 10 est victime d'un viol ou d'une tentative de viol au cours de sa vie. Dans 80% des cas, l'auteur est un proche ou une connaissance. Vous vous rendez bien compte qu'à partir de là, c'est pas une poignée de serial violeurs qui sévissent partout en France. Forcément, si c'est dans l'entourage de la victime, même si les entourages peuvent avoir des points de convergence entre différents îlots d'entourage, vous imaginez le nombre potentiel d'agresseurs est énorme forcément. Et je me permets aussi de parler d'un sondage IFOP en 2019 qui disait que 22% des hommes avaient commis une forme d'agression sexuelle. 22%. Également, 24% des 18-24 ans considéraient que si une femme dit non, ça peut vouloir dire oui. Et d'autres choses, mais je ne vais pas m'éterniser là-dessus. Je ne sais pas combien de temps j'ai fait. Je vais essayer de terminer rapidement. Très important, je voudrais parler aussi des enfants, parce qu'en fait, la violence patriarcale, elle s'exerce également sur les enfants. Et il faut savoir que les 96% des auteurs de violences pédocriminelles sont des hommes. Donc là encore, il ne s'agit pas de dénier le vécu d'enfants qui ont été victimes de femmes, parce que ça existe, mais là encore, le nœud du problème, c'est la masculinité toxique. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est que la formation des professionnels, en fait, à la détection des violences familiales commises sur les enfants. Là aussi, les chiffres, ils sont horribles, en fait, parce qu'une fille mineure sur 5 est victime de violences sexuelles et un garçon sur 13. Donc, c'est vraiment énorme. Il faut que les professionnels de l'éducation, de la petite enfance, etc., soient formés à détecter de façon avec un objectif de détection systématique, en fait. Également, prévention du cyberharcèlement et du revenge porn qui sévit beaucoup dans l'adolescence avec la fermeture de tous les comptes ficha, mise en place de cellules spécialisées contre les violences sexuelles dans tous les établissements scolaires, formation des infirmières scolaires à toutes ces questions. Parce qu'actuellement, on a des adolescentes qui se suicident parce qu'elles sont cyberharcelées, parce que des photos intimes d'elles ont circulé sur des réseaux Snapchat, sur des réseaux Facebook de leur collège, etc. et lycée, et souvent elles ne connaissent pas leurs droits, elles ne savent pas à qui parler, elles ont honte évidemment, et du coup si on ne fait pas cette prévention, si on ne leur dit pas quels sont leurs droits et à qui elles peuvent parler, et bien du coup elles restent dans le silence. Application de la Convention d'Istanbul qui prévoit 3 heures d'information sexuelle par an et par niveau, et c'est prévu également par la loi Aubry de 2001 qui n'est toujours pas appliquée. Je voudrais dire que les violences sexuelles, c'est vraiment l'angle mort des analyses des violences conjugales. En fait, elles sont à peu près systématiques quand il y a des violences conjugales. On parle beaucoup des violences psychologiques et physiques. On parle moins du viol conjugal qui est extrêmement courant. 1/3 des viols sont des viols conjugaux. Donc quand il y a des violences répétées au sein d'un couple, vous pouvez quasiment être sûr qu'il y a des violences sexuelles. Et ça, pareil, si on fait pas des campagnes de prévention, les femmes souvent elles mettent pas forcément les mots là-dessus. En fait, c'est pas la première chose qu'elles vont mettre en avant. Souvent, elles vont plus parler des coups, de ceux qui se voient déjà, des coups, de ceux qui se voient moins, éventuellement des violences psychologiques, du harcèlement, mais beaucoup moins des violences sexuelles. Donc en fait, nous, on veut des grandes campagnes de prévention qui sont de l'ordre de grandeur équivalent des campagnes contre la prévention routière. En fait, il y a 12 millions qui sont mis sur la prévention routière. Il y a seulement 2 millions qui est mis sur la prévention des violences sexistes et sexuelles.
extrêmement important, on veut un renforcement du 39-19. Macron avait promis l'extension effective et immédiate du 39-19 avec 24 heures sur 24. Qu'est-ce qu'il a fait entre-temps? Il a voulu le mettre en concurrence et le privatiser, comme ça a été dit par Bénédicte, et heureusement, la lutte a payé et ça n'a pas été fait. Donc on veut qu'il ne soit plus jamais question de sa privatisation et de sa mise en concurrence. Une honte absolue, très très récente. En juin et juillet dernier, la majorité à l'Assemblée nationale et le Sénat ont refusé les 2 millions supplémentaires qui auraient servi à faire face à la demande croissante des violences qui ont eu lieu pendant les confinements, puisque 30%, il y a eu 30% d'augmentation des violences en 2020 pendant le confinement. Et du coup, 40% des appels sont restés sans réponse en 2020, faute d'une hausse des effectifs qui aurait été la réponse logique en fait, du gouvernement. Et ces 2 millions ont été refusés, et ça c'est un scandale absolu. Il faut absolument le rappeler, le marteler à chaque fois qu'ils viendront avec leurs belles paroles. Vous avez refusé de donner 2 milliards de plus, excusez-moi, c'est pas 2 millions, 2 milliards supplémentaires au 39-19. C'est 2 millions? Ok, j'avais vu 2 milliards, merci beaucoup. Oui, tout à fait. Ouais, t'as raison. Merci beaucoup. J'ai marqué 2 milliards, mais c'est une erreur. faut voir loin, voilà. Il faut renforcer aussi les subventions aux associations et le faire sur la base de leurs besoins réels. Il faut arrêter avec ces appels à projets permanents où on nous oblige à présenter des projets alors qu'on sait très bien ce qu'on fait. En fait, les assos, elles savent ce qu'elles ont à faire. Elles ont juste besoin d'argent pour le faire correctement. Elles ont besoin de matériel, elles ont besoin de permanents, elles ont besoin d'engager des salariés. Et donc, il faut arrêter avec ces appels à projets qui nous... on est toujours en train de courir après les projets et finalement, on n'a jamais l'argent dont on a besoin pour faire vraiment fonctionner correctement nos associations. Effectivement, on veut la systématisation de l'éloignement du conjoint, comme ça a été expérimenté par Luc Frémiot à Douai, puisque ça marche très bien. Des condamnations réelles, c'est-à-dire que par exemple, c'est plus possible que des violences sur conjointes qui ont entraîné par exemple une ITT de moins de 8 jours puissent se solder par un simple rappel à la loi. Ça, c'est des choses qui arrivent tout le temps en fait. Je suis en train de trier ce qui me reste pour pas vous saouler de... on veut aussi l'abrogation de l'autorisation faite aux médecins à déroger au secret médical. Ça, c'est un truc qui est issu du Grenelle. C'est un scandale parce que ça va défavoriser en fait la confiance des femmes dans leurs médecins. Et là encore, c'est une espèce d'exhortation des femmes. On pousse les femmes en fait à faire quelque chose pour lequel elles sont pas forcément prêtes, à savoir parler à la police. Ça, c'est pas possible tant que la société sera inefficiente à assurer la sécurité des femmes une fois qu'elles parlent aux institutions judiciaires. On ne pourra pas les forcer, les pousser sans arrêt, quoi. Et également, nous, on combat beaucoup la communication raciste et fémo-nationaliste de Darmanin et de Marlène Schiappa, maintenant, qui est du coup au cabinet de Darmanin, qui instrumentalise les droits des femmes par exemple, la loi séparatisme, ça a été énormément instrumentalisé. Marlène Schiappa, qui avait fait la loi sur l'outrage sexiste, dont on demande également l'abrogation, je vous expliquerai peut-être un peu plus par la suite. Elle a récemment parlé de cartographier les zones à risque, comme s'il y avait des zones rouges, des zones plus à risque que d'autres. Donc cette communication aussi raciste de la part de gens qui ne font rien et qui ne mettent pas l'argent est proprement scandaleuse. J'ai encore des petites choses, mais je ne sais pas si j'ai le temps. Je peux prendre 5 minutes. Excusez-moi, je remonte rapidement. Donc la généralisation des bracelets électroniques, évidemment, qui devait être une mesure immédiatement appliquée au sortir du Grenelle, et ça n'a pas été le cas. Il y a aussi des problèmes au niveau de la protection de l'enfance. Il y a des choses qui vont pas du tout. Il y a des enfants qui sont placés alors qu'ils le devraient pas. Il y a des enfants qui devraient être placés alors qu'ils le devraient. Bon, je suis pas experte là-dessus, mais il faut absolument écouter les associations de protection de l'enfance à ce niveau-là, parce qu'elles ont vraiment des choses à dire sur ce qui se passe au niveau de l'ASE. Notamment Lies Loufoque, qui est porte-parole d'une association et qui porte la voix des enfants placés, a beaucoup de choses à dire là-dessus. Pourquoi on est pour l'abrogation de la loi sur l'outrage sexiste? Parce qu'en fait, ça a conduit à des déqualifications massives de faits plus graves, donc de faits de harcèlement sexuel et d'agression sexuelle en outrage sexiste. Et ça avait été annoncé, ça avait été annoncé par les associations, mais comme d'hab, on ne nous a pas écoutés, et ils ont fait leur truc, qui est encore une loi de communication, qui en fait, finalement, il y a eu des agressions sexuelles qui ont été déqualifiées en outrage. Et l'outrage sexiste, c'est juste une contravention, donc c'est vrai, c'est que dalle, quoi.
alors que l'agression sexuelle, c'est quand même 5 ans d'emprisonnement, quoi. Et on voudrait également une loi contre le sexisme qui interdise la publicité, les affiches sexistes, parce qu'on continue d'en voir énormément. Et ça, ça imprègne en fait les esprits. Ça s'ancre dans les esprits, dès la petite enfance, les enfants voient ça, se socialisent comme ça, ils intègrent des choses, et l'objectification des femmes est intégrée aussi de cette manière, et ça intervient dans le continuum. Et je vais terminer par quelque chose qui me tient vraiment à cœur, donc je voudrais en parler. En ce moment, il y a eu beaucoup d'affaires de femmes qui ont été mises en cause pour avoir tué leur conjoint. Et en fait, actuellement, on a encore une justice qui ne les voit pas comme des victimes. Même s'il y a eu une demi-victoire récemment, puisque Valérie Bacot a été libérée, et ça c'est absolument merveilleux. Il y a encore des femmes. Actuellement, il y a Alexandra Richard, une femme qui va être jugée en appel le 12 octobre, qui a tué son compagnon pour se défendre, en fait. Et nous, ce qu'on voudrait, c'est que la légitime défense soit beaucoup plus reconnue. Et en fait, il faut savoir que la légitime défense, la présomption de légitime défense existe dans 2 cas, dans le cas de vol avec violence ou dans le cas d'introduction dans un lieu habité par effraction, violence ou ruse de nuit. Donc en fait, la protection des biens matériels actuellement, on estime que ça peut valoir une présomption de légitime défense. Nous, il y a eu en 2019 un projet de loi qui malheureusement a été porté par des députés les Républicains, donc c'est pas vraiment nos interlocuteurs préférés, mais en tout cas nous on aimerait vraiment que ce projet de loi soit relancé parce que on veut que cette présomption de légitime défense elle soit étendue aux femmes victimes de violences à partir du moment où il y a un stress post-traumatique qui a été observé par voie d'expertise en fait. Et ça changerait vraiment la donne parce que c'est pas un permis de tuer, ça veut pas dire qu'il y aura pas d'enquête, ça veut juste dire que ça inverse la charge de la preuve et que on va d'abord présumer que la femme était en état de légitime défense et ça change tout le regard que les magistrats et la justice vont porter sur ces femmes et ça change vraiment ça changerait la façon dont vont être traitées ces affaires. Et également, il y a encore une double problématique sur la légitime défense, il y a la question de la proportionnalité. Alors, le problème, c'est que la proportionnalité, effectivement, de base, on dirait que c'est quelque chose de bon sens. C'est-à-dire, je vous donne un coup de poing, vous n'avez pas le droit de me répliquer avec un couteau. Sauf qu'une femme qui est physiquement plus faible que son compagnon, si elle lui réplique par un coup de poing, c'est elle qui finit sur le carreau après. Donc quand une femme prend un couteau parce qu'elle vient de se faire tabasser et que soit elle blesse, soit malheureusement elle peut aussi tuer sans le vouloir son compagnon, invoquer l'absence de proportionnalité pour rejeter la légitime défense, c'est un non-sens absolu. C'est ridicule en fait. Et la marge d'appréciation des magistrats, en gros... je ne sais pas comment vous dire. La loi, elle est faite pour qu'il y ait une marge d'appréciation, sauf qu'en fait, on se rend compte que les magistrats, ils interprètent mal, et du coup, on est obligé de spécifier et d'ajouter des précisions dans la loi pour éviter en fait ces écueils. Et la dernière chose, c'est qu'il faut savoir aussi que le meurtre sur conjoint est une circonstance aggravante. Sauf que quand c'est une femme victime de violence conjugale qui a tué son conjoint et que cette circonstance aggravante est invoquée, c'est un scandale absolu. On ne peut pas mettre au même niveau un homme qui féminicide sa femme, qui est auteur de féminicide, et une femme qui s'est défendue, et dire que c'est une circonstance aggravante et que ça va lui valoir je ne sais combien d'années en plus. Donc la légitime défense, il faut vraiment, pour nous, c'est un projet qu'on porte d'essayer de relancer ces projets de loi et de faire évoluer la loi à ce niveau-là. Je vous remercie beaucoup. Eh bien, d'abord, je vais remercier chaleureusement nos merveilleuses intervenantes qui, malgré la teneur du sujet, ont su... lui donner toute sa force. Merci beaucoup. Voilà. Merci Raphaël. Oula, petite feuille. Merci Claire. Merci Bénédicte. Alors moi je vais faire assez rapide parce que comment vous dire que Claire m'a à peu près arraché tous les mots de la bouche. C'est compliqué du coup de passer après toi. Hein. Alors juste en petit préambule, je voudrais juste dire que la France Insoumise, à la fois via ses parlementaires et puis à d'autres biais, a déjà pris position à plusieurs reprises sur la question des violences sexistes, sexuelles, mais aussi les féminicides. Par exemple, en publiant l'année dernière, en 2020, un guide d'urgence pour les violences intrafamiliales liées au confinement que vous pouvez retrouver donc sur la plateforme. Alors,
peut-être si on peut apporter un truc intéressant quand même, c'est qu'il y a une chose qui a été très bien dite, c'est que pour régler le problème des violences sexistes et sexuelles, et notamment celui des féminicides, qui n'est pas un petit problème tout de même, au bout d'un moment, il faudrait arrêter de faire un peu les malins avec le porte-monnaie. En fait, il faudrait peut-être mettre l'argent sur la table. C'est probablement la chose la plus importante à faire et qui serait la véritable démonstration politique de la prise en compte de cet enjeu majeur, de cet enjeu d'urgence, comme ça a été très bien dit par nos intervenantes. Donc du coup, déjà, on va commencer par 1 milliard. Madame suggérait déjà 2 milliards, mais oui, bon, déjà 1 milliard, mais pourquoi pas. Après, je vais faire très rapide, mais je vais sûrement répéter quelques petites choses que Claire a dites, parce que Claire a été extrêmement exhaustive. Avec 1 milliard, on peut déjà placer 4 axes prioritaires qui sont absolument importants. La question de la prévention éducative, mais aussi de sensibilisation dans la population générale. La formation, des moyens pour la justice pour sanctionner et la prise en charge des victimes avec un accompagnement complet. Donc, à ce titre, je vais vous donner quelques éléments, mais effectivement, la question d'une campagne de prévention nationale pour combattre les violences dès le plus jeune âge, il faut un plan de lutte contre les discriminations et les stéréotypes pour justement répondre à ce continuum des violences, pour agir sur les représentations genrées dès le plus jeune âge et que ça se poursuive donc tout au long de la vie. Et donc évidemment, il faut, comme je l'ai dit, tout est dans le porte-monnaie, financer à hauteur des besoins pour permettre d'agir dans l'ensemble des établissements scolaires et peut-être même supérieurs donc, de France. Également lancer une campagne en faveur de l'égalité femmes-hommes, donc là qui s'adresserait à l'ensemble de la population, avec une dimension dissuasive pénale, mais je vais y revenir, quelque chose de vraiment ambitieux, et si possible l'intégrer à la lutte contre les violences éducatives ordinaires, tout ce qui est fessée, humiliation. Et il faut impérativement déconstruire le stéréotype que la violence c'est glamour, que c'est un acte d'amour ou de respect. Voilà, donc ça, il faut absolument casser tout ça en deux. La question de la formation est absolument cruciale parce qu'effectivement, comme ça a été signalé à plusieurs reprises par toutes nos intervenantes tout de même, à la fois en formation initiale et en formation continue, doit être absolument assurée pour tous les acteurs de la police, de la gendarmerie, parce que la police n'est pas partout, parfois c'est la gendarmerie, tous les acteurs de la justice, par pitié les magistrats, le personnel soignant, les médecins, même les personnels de collectivité qui parfois reçoivent aussi personnel de la CAF, les enseignants, les personnels de l'éducation nationale. Il faut pouvoir accueillir, accompagner les victimes à tous les niveaux en étant conscient de toutes les problématiques liées aux violences. Je ne vais pas y revenir parce que vous l'avez très bien exposé. Je me permets quand même de donner un petit chiffre. Selon un sondage Ipsos de 2016, plus de 80% des répondants sur les violences sexistes et sexuelles ont estimé que la justice n'a pas joué son rôle. Et les 2/3 ne se sont pas sentis reconnus comme victimes, que ce soit par la police et par la justice. Ça en dit long sur le fonctionnement actuel qui convient de modifier quelque peu. Alors après, il nous faut des moyens absolument pour sanctionner. Déjà, il nous faut des moyens légaux. Il faut revoir la définition actuelle et restrictive du viol. Les dispositions de l'article 31 de la Convention d'Istanbul précisent bien que le consentement doit être donné volontairement. Et donc pour l'instant, ça manque quand même terriblement dans notre droit à ce sujet pour caractériser un viol ou une agression sexuelle. Donc il nous faut des dispositions légales pour amorcer cette révolution dans la justice. Mais après, c'est à réfléchir et à arbitrer avec les autres éléments du programme. Mais ne serait-ce que donner des moyens financiers à la justice, ce serait déjà pas mal. Parce que c'est l'une des raisons pour lesquelles on correctionnalise les viols et pour lesquelles on ne parvient pas aussi à faire aboutir certaines plaintes. Alors après, je me ferai corriger par des intervenantes. Mais a priori, entre la passoire des gens qui n'arrivent pas à se rendre au commissariat pour porter plainte, la correctionnalisation, les affaires qui sont classées comme ci, comme ça, les non-lieux, eh bien, 1% des viols aboutit à une condamnation. Donc ça pèse pas très lourd. Et enfin, donc, il faut prendre en charge les victimes avec un accompagnement complet
Et ça, pour le coup, ce sont les associations qui savent le faire. Donc, il faut écouter aussi ce qu'elles nous disent vraiment sur ce sujet. Donc, pour pouvoir identifier les victimes, renforcer les campagnes qui s'adressent aux victimes, renforcer et faire connaître toutes les ressources d'urgence, que ce soit les numéros, les applications, ou même tous les interlocuteurs qu'on puisse avoir, qu'on puisse faire intervenir le pharmacien, le médecin, les autres corps professionnels. Donc pour ça, effectivement, il faut la mise à disposition des dispositifs d'écoute et d'orientation, mais via permanence pas non téléphonique, mais aussi excusez-moi, je ne veux pas le dire ce mot, permanence physique, pour accueillir toutes les victimes. Donc évidemment, l'accès à des professionnels formés, mais on l'a déjà dit, pour le coup, ça a été vraiment abondamment dit, et c'est important. Et donc l'accès à un dispositif d'accompagnement global. Dans un deuxième temps, il faut absolument mettre les victimes en sécurité et éloigner systématiquement les ex-conjoints violents, ou les conjoints violents, et garantir la conservation du domicile si la victime le désire. Il faut également, pour répondre à l'urgence, augmenter les places d'hébergement d'urgence et aussi les hébergements d'insertion, comme tu l'as signalé tout à l'heure. Et puis, trouver les moyens de traiter les plaintes en circuit court et de faire en sorte que la protection puisse intervenir le plus rapidement possible. Et bien évidemment, réserver un comptagement de logement via la préfecture pour les femmes victimes de violences. Du coup, voilà, simplement, il faut garantir l'accès à un accompagnement pendant toute la phase judiciaire également, de la plainte à la condamnation de l'agresseur. Et évidemment, dans toute cette étape, dans tout ce dont j'ai parlé, les associations spécialisées dans la lutte contre les violences faites aux femmes jouent un rôle clé. Et je vais simplement conclure, et après on pourra passer un temps de questions, qu'il faut garder en tête que la violence, c'est partout, et qu'en plus, se rajoute, c'est pas du tout excluant, l'engrenage de la violence se poursuit parfois par manque de ressources de la part de ces femmes. Il faudra donc combattre à la fois le patriarcat, mais également la violence économique qui est liée au capitalisme, de façon très violente, parce que aussi violente qu'elle l'est avec nous, puisqu'il faut pouvoir donner des ressources à ces femmes. Merci. Merci au Tour de France. Et enfin, je finirai juste avec un tout petit détail qui me paraît important. Dans tout ce qu'on vient de dire, il ne faut pas oublier tous les enjeux d'intersectionnalité qui rentrent en compte, à savoir toutes les difficultés qui peuvent être rencontrées par les personnes racisées, mais également par les personnes en situation de handicap. Je vous remercie. Parti pour les questions. Et bien maintenant, on va avoir un temps d'échange avec vous. Donc si vous avez des questions, c'est le moment de les poser. Waouh. Oui. Alors la dame avec la veste en jean. La dame avec la veste en jean. Ah ouais, merci. Merci de me donner la parole. C'est moi qui ai créé Travailleurs sociaux tout à l'heure. Je suis une ancienne assistante sociale, tout juste à la retraite. J'ai été à un accueil d'urgence en région parisienne durant 7 ans. J'ai reçu 150 femmes, au moins, et un homme, parce que ça existe aussi quand même, il ne faut pas l'oublier. Ce qui est là, dans tous les discours, si je n'avais pas dit travailleurs sociaux, on est là, vous nous oubliez systématiquement. Or, nous sommes formés pour. Nous savons accompagner les gens. Nous savons les accompagner physiquement et dans la durée. Il faut nous donner les moyens. Plusieurs travailleurs sociaux sont morts lors de visites médiatisées. À Nantes, un éducateur spécialisé a été poignardé parce qu'il s'est interposé. D'autres assistantes sociales sont mortes aussi. J'ai été menacée au couteau. Donc, voilà. La violence conjugale, c'est un long processus. La femme, elle ne peut pas aller porter plainte. C'est trop difficile. C'est un processus, pas tout de suite, pas toujours. Bien souvent, on les rencontre quand on s'en prend aux enfants. Tant que c'était elle qui était victime, elle cachait, elle subissait, etc. Et quand les enfants commencent à être frappés, là,
elles viennent nous voir. Donc, quand on les a en face de nous, il faut pouvoir... Laissez-nous le temps de les accompagner. On ne va pas les accompagner au commissariat tout de suite, porter plainte. Et une main courante, ce n'est pas n'importe quoi. Ça relève effectivement de l'activité du commissariat qui a reçu, OK, mais c'est aussi le procureur peut se saisir d'une main courante. Il a le droit de se saisir si les faits sont sans que la femme porte plainte, parce qu'effectivement, elle se met en danger à ce moment-là. Et quand les enfants sont témoins de la violence conjugale, c'est de la violence aux enfants. Et du coup, c'est de la protection de l'enfance. Et ça, on sait faire. Mais on nous oublie systématiquement. Il y en a marre de ça. Et si, c'est vrai, on nous oublie beaucoup trop. Mais parce qu'on ne nous laisse pas le temps, on nous fait faire du chiffre comme aux flics. C'est pas possible, nous ne sommes pas des flics. Nous sommes liés au secret professionnel. On ne dit pas comme un avocat, comme un médecin, on ne parle pas. On fait cesser d'abord la violence. C'est notre première mission. On fait cesser la violence. Et après, on accompagne. On n'est pas des avocats, on n'est pas des juges, on n'est pas là pour ça. On reçoit les deux parties. C'est compliqué, mais il faut de la durée. Il faut du temps, il faut des moyens et des moyens humains, pas que des moyens financiers. C'est ça qui manque aussi beaucoup. Alors, je voulais revenir aussi sur une chose. Vous pouvez me poser plein de questions après si vous voulez aussi. Mais alors, c'est 10% des femmes qui sont victimes de violences sexistes, conjugales ou autres. Quand on parle de femmes handicapées, c'est 80%. Imaginez, elles sont handicapées, elles ont la chance d'avoir un conjoint. Il ne faut quand même pas déconner quand même. Hein. Qu'est-ce qu'elles demandent? C'est 80% des femmes handicapées qui sont victimes de violences conjugales. C'est l'association Femmes pour le dire, Femmes pour agir, vous connaissez peut-être, qui le dit. Ça, c'est des statistiques. Je ne sais plus, c'est riche et tout ça, j'ai plein de choses qui viennent, mais je trouve que vraiment... Reposez-vous aussi sur les associations, bien sûr. Hein, moi, en région parisienne, je travaillais, donc il y en a beaucoup. Mais il faut se poser aussi sur les travailleurs sociaux. Arrêtez de penser qu'on est là des voleurs d'enfants. C'est pas ça. Et il faut nous donner le temps d'accompagner réellement un véritable accompagnement social dans la durée jusqu'au relogement. Des conventions entre communes. Moi, je vois, on avait essayé de faire des conventions avec la commune d'à côté parce que de toute façon, les enfants vont à l'école. Il va le trouver à l'école. Donc, à la sortie de l'école, si on ne change pas d'école, si on n'éloigne pas vraiment, on n'y arrivera pas. Moi, j'ai travaillé dans une ville où il y a une agent qui a été tuée par son conjoint sur le pas de sa porte. Enfin, bon, c'est tout le temps. Je ne sais pas, je suis émue aussi à partir de tout ça. Merci. Je vous remercie. Je peux répondre à des questions si vous voulez. On peut échanger à qui? Je le donne à qui? Je le donne à qui? Je ne sais pas, je ne suis pas animatrice. Je ne suis pas animatrice, je peux changer de casquette et être animatrice si vous voulez. Je suis animatrice d'un groupe d'action, après tout, je peux changer. Bon, je suis assez navré que ça ait l'air si impressionnant qu'un mec pose une question dans une conférence sur les féminicides. Oui, je sais. Mais j'avais une question, j'avais deux questions pratiques sur la formation. On a dit l'importance de former de façon continue de la maternelle au supérieur. Je me demandais comment le faire exactement. Je sais qu'il y a notamment des universités qui obligent les cours de sociologie du genre, ce qui a des impacts assez bénéfiques pour tout le monde. Et j'avais une question aussi sur les réseaux sociaux. De moi, ce que j'ai compris, c'est Snapchat qui pose particulièrement problème, en plus des sites pornographiques. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour les réguler, sachant que c'est des sites qui, souvent, ne sont pas basés en France et qui trouvent souvent moyen de s'arranger avec la réglementation. Est-ce qu'on peut aller jusqu'à couper certains réseaux sociaux si ils refusent d'obéir sur des sujets aussi importants que ça? Voilà. Du micro.
Oui, alors, il faut faire quelque chose, non? Vous m'entendez? Oui. Je voulais parler de la légitime défense, enfin reprendre le problème avec la suspicion. Alors, je ne savais pas que ça existait pour d'autres cas. Parler de la suspicion, je me demande si ce n'est pas plutôt le cadre de la légitime défense qu'il faudrait reprendre. Parce que s'il y a suspicion et qu'on découvre que ça rentre pas dans le cadre, ben on sortira de la légitime défense. Alors que reprendre, comme sur la proportionnalité par exemple, certains points de la légitime défense, oui, il ne faut pas forcément que ce soit immédiat, un coup. C'est peut-être le cadre de la légitime défense qu'il faudrait peut-être revoir. Par rapport aux plaintes, moi je suis toujours étonnée, alors je ne sais pas comment ça se passe ailleurs, notamment peut-être en Espagne qui est cité en exemple. En fait, pourquoi le parquet ne se saisit pas de la plainte? Pourquoi une femme doit aller porter plainte? Elle rentre chez elle, ah chérie, cet après-midi, je suis allée porter plainte. Enfin, pour moi, c'est ça. On rentre, alors même si on ne le dit pas, ça va se savoir. Je trouve ça incroyable. Et je pense que s'il se passe, quand il y a un accident de la route, on ne demande pas à la victime d'accident d'aller porter plainte. L'enquête, elle se passe... Et je trouve ça extrêmement courageux d'aller porter plainte. D'autant que celle qui ne porte pas plainte, on dit « oui, de toute façon, elle n'a pas porté plainte, donc finalement, c'est que ça allait bien ». Que toutes ces femmes qui sont mortes, comme vous l'avez dit, ont porté plainte. Donc je veux dire, elles ont eu ce courage. C'est violent d'aller porter plainte. Elles ont subi cette violence par-dessus la violence pour finir quand même mortes. L'hébergement d'urgence aussi. L'hébergement d'urgence, ça veut dire urgence et ça veut dire 2 jours dans une chambre d'hôtel. Voilà, c'est pareil. Donc effectivement, on ne peut pas pérenniser l'hébergement. Donc effectivement, c'est les hommes, dans ce cas-là, qui doivent dégager, jarter et s'éloigner. Et puis effectivement, oui, voilà, moi j'en ai marre de voir le ministre de l'Intérieur faire le VRP et dire « ce crime ne restera pas impuni ». Alors déjà, la moitié sont... Puisque la moitié des meurtriers se sont suicidés, donc déjà justice est faite, ça fait toujours des économies. Et puis je crois que voilà, c'était tout pour mes questions. Je vais faire une première réponse, si vous le permettez, notamment sur le dépôt de plainte. C'est vrai que depuis plusieurs années, on décrit la difficulté du parcours. La difficulté, une fois sorti ou en phase de sortir de la situation de violence, le parcours est difficile. Le parcours administratif, le parcours psychologique, médical, le parcours social et le parcours en commissariat. Je ne vous dirai pas que ça n'est pas difficile. Pour l'avoir vécu, je ne vous dirai pas que c'est parfait. Je pense néanmoins qu'il faut qu'on fasse extrêmement attention dans notre discours à ne pas retomber dans une forme d'essentialisation, de clichés, de comment se déroulent, comment agissent les parties prenantes, en l'occurrence l'agresseur et la victime, des affaires de violence conjugale. Porter plainte n'est pas toujours difficile. Porter plainte n'est pas toujours dangereux. Porter plainte peut être un moment de reconnexion, peut être un moment de soin, peut être un moment de se retrouver soi-même. Il y a plein de moments où ça se passe très bien, heureusement. Malgré tout, c'est trop peu. Et c'est pour ça qu'on a besoin de chiffres, c'est pour ça qu'on a besoin d'objectiver tout ça, c'est pour ça qu'on a besoin de moyens qui sont financiers, mais qui sont aussi humains, de fait, dans les commissariats, pour faire en sorte que les victimes soient bien accueillies partout, parce que c'est un droit. Le dépôt de plainte. Claire l'a un peu dit tout à l'heure, c'est un droit de déposer plainte, c'est un droit d'être protégé. Quand on parle de droit à la sûreté, n'écoutez pas la manière dont la droite et l'extrême droite et CNews vous parlent du droit à la sûreté. Le droit à la sûreté, c'est le droit de vivre libre sans avoir peur notamment. Et le dépôt de plainte doit en partie servir à ça. Quand on dit il faut former l'ensemble des parties prenantes du processus qui auront vocation à accueillir des victimes. Il y a en effet maintenant des OPJ formés, des sections spécialisées dans les commissariats. Sauf que quand tu es formé, spécialisé OPJ, donc OPJ c'est officier de police judiciaire, tu as la primeur du choix de ton planning. Parce que tu es un OPJ. Donc tu es ultra qualifié, du coup le service va s'organiser autour de toi et pas l'inverse.
Mais du coup, qu'est-ce que tu vas faire? Et c'est pas une critique contre les OPJ qui font ce choix-là, c'est normal. Et en plus, elles et ils font le choix de traiter ce genre de choses. Donc vraiment, c'est pas du tout une critique de leur part. Mais en fait, ils vont prendre leurs vacances avec leurs enfants. Ils vont prendre les soirées de Noël et du Nouvel An. Et en fait, ils vont prendre les week-ends et les nuits. Le moment où en fait, les violences conjugales arrivent le plus. J'ai été donc, quand je me suis enfuie de chez moi, ma chance dans mon malheur, c'est que je me suis enfuie le 13 juillet. Ben heureusement, hein. Parce que le 14 juillet, l'unité spécialisée d'accueil des femmes victimes de violences, ben, ils étaient en congé. Et du coup, le 13 juillet, j'ai été accueillie par un officier spécialisé et mon dépôt de plainte a été long, a été difficile, mais j'étais extrêmement bien accueillie. Le 14 juillet, parce que mon ex-compagnon est revenu pour essayer de me tuer dans la nuit du 13 au 14, sinon c'est pas marrant. Et du coup, le 14 juillet, dans la journée, je suis retournée porter plainte. Puisque de toute façon, il n'y a pas encore de jugement, parce qu'il n'y a pas de mesure d'urgence. Donc en fait, tu retournes porter plainte pour tout réexpliquer avec la plainte que tu as déposée pendant 5 heures la veille. Et là, j'ai été accueillie par une dame, une officière, très bien, et vraiment, c'est pas du tout une remise en cause humaine de cette personne, mais qui était spécialisée dans les douanes. Donc, c'est pas adapté. On a besoin de beaucoup plus. On a besoin que chaque personne, dans chaque moment du processus, soit formée. Et d'ailleurs, petit débunkage pour continuer ce dont parlait Claire, quand ils nous ont fait l'arnaque en mode « mais si, il y a déjà 1 milliard dans les violences », comment ils ont fait leur calcul? Parce qu'il y a quand même bien quelqu'un à Bercy qui s'est dit « vas-y, je vais faire un calcul ». En fait, ils ont pris les 4% du temps de programme scolaire où on est censé parler des femmes, en général, hein, donc le droit de vote, l'éducation à la citoyenneté, le droit de vote des femmes, 2-3 suffragettes qui traînent dans le programme, probablement Éléanore d'Aquitaine également. Et du coup, ça fait 4% de la masse salariale de tous les profs de collège. Ah bah t'arrives vite à 1 milliard. Hein. Donc voilà, ça c'est les bonnes ficelles gouvernementales. Je voulais quand même vous dire tout ça pour en fait, le problème sur le dépôt de plainte, etc., c'est qu'il n'y a pas de statut de la victime. Le statut de la victime n'existe pas. Par contre, s'il y a bien quelque chose qui est extrêmement démocratisé dans le monde, c'est la violence masculine. Ça arrive dans tous les milieux, ça arrive à tous les âges. D'ailleurs, contrairement aux clichés, les femmes jeunes, sans enfants, sont les principales victimes en termes de pourcentage des violences masculines. Donc, bien sûr, les violences masculines arrivent dans un parcours de vie principalement lors de la rupture ou lors de l'arrivée du premier enfant, mais ça concerne également de manière extrêmement massive beaucoup de femmes jeunes qui sont considérées du point de vue social comme étant célibataires, parce qu'on n'est pas marié, on n'est pas pacsé, on n'est pas machin, et il n'y a aucun accompagnement social. Il n'y a pas de prise en compte. Je ne dis pas ça pour les travailleurs et travailleuses sociaux, on n'y a pas droit en fait. Mais bien sûr, mais en fait, personne ne vous le propose. C'est de la même manière que vous êtes accueilli par une personne qui est spécialisée dans les douanes. Moi, on m'a donné le numéro de la psychologue du commissariat qui ne m'a jamais répondu parce qu'en fait, il y a beaucoup trop d'affaires. On m'a donné un numéro de travailleuse sociale qui m'a dit « mais vu vos revenus précédents, il n'y a pas de raison. » etc., etc., etc. Et donc, bien sûr, c'est pas de votre faute et bien sûr, il faut beaucoup plus. Ben oui. Oui, mais sauf qu'en fait, vous n'êtes pas prioritaire aussi par rapport à ce genre de choses. Et le fait qu'il n'existe pas de statut de victime fait que, par exemple, je n'ai aucune aide ni de la CAF, ni des impôts, ni de quoi que ce soit. Donc, du coup, on se retrouve très très vite dans une situation de surendettement parce que cette case n'existe pas. Donc, il va quand même falloir travailler en plus à la question du statut de victime. Parce que c'est ça aussi qui devrait pouvoir nous ouvrir des portes et qui va permettre de dégager des moyens pour tous les services qui devraient nous accueillir. De la même manière que, tu en parlais Claire, tu en parlais Bénédicte, quand on est victime de violences sexistes et sexuelles, que ce soit des coups, que ce soit des viols, pour aller en unité médico-judiciaire, il faut qu'il y ait eu un dépôt de plainte. Et là, en effet, en fait, on n'est pas forcément prête à déposer plainte tout de suite. Mais si je dépose plainte dans 3 mois, on me dira c'est trop tard pour faire la constatation médicale. Il est fondamental que les unités médico-judiciaires soient dotées de moyens, de médecins, d'infirmières, de psychologues supplémentaires pour que chaque femme victime de violence, peu importe à quel moment de son processus judiciaire elle en est, si elle a envie, si elle se sent la force, si elle se sent le courage, si elle s'en sent le besoin de le faire un jour, puisse aller faire constater les violences, même si ça n'est pas déclenché par une procédure judiciaire. Et ça, aujourd'hui, en France, ça n'existe pas. Ça existe au Canada, ça existe en Espagne. On devrait pouvoir le faire. De la même manière que pour finir là-dessus, je vais encore en parler pendant des heures, sur la légitime défense, il y a
notamment quand on réclame l'inscription dans le code pénal du féminicide, c'est justement pour avoir un dispositif particulier qui fait le point sur les trous du droit qu'on a aujourd'hui, les incohérences quelque part entre la circonstance aggravante pour cause de sexisme, la circonstance aggravante parce que conjoint, etc., etc. Et il faut une manière, un régime juridique spécifique avec des juridictions spécialisées qui vont comprendre ça. Parce que même sur la question de la proportionnalité, ce qui est quand même très délirant, c'est qu'aujourd'hui, en effet, on vous dit, vous êtes une femme, vous saisissez d'un couteau pour vous défendre face à votre conjoint ou votre ex-conjoint. Mais si on réfléchissait un peu de manière politique, puisqu'on est entre nous là quand même, c'est quoi le degré de proportionnalité de l'usage de la violence d'un homme contre une femme versus une femme contre un homme? Enfin franchement, c'est quand même le degré zéro de la difficulté. 2000 ans d'éducation, de système politique, de système économique qui conduisent et éduquent à la violence des hommes contre les femmes. Faut pas beaucoup de courage pour être un agresseur. Par contre, pour être une victime, pour s'en sortir, pour en survivre, voire même pour répondre, là c'est une toute autre histoire. Alors, il y avait une question donc, sur Snapchat et les réseaux. Malheureusement, je ne suis pas vraiment experte, donc je vais avoir du mal à répondre là-dessus. Je sais que nous, par exemple, comment dire, j'ai envie de faire un parallèle avec... On avait interpellé TikTok, en fait, sur le fait que les enfants étaient exposés, puisqu'il y a beaucoup d'enfants sur TikTok, à des contenus pornographiques. Donc, en fait, il y a quand même un filtre parental qui est censé être mis. Alors, est-ce que sur Snapchat, il n'y a pas des choses Je ne connais pas du tout Snapchat. Est-ce qu'il n'y a pas des filtres qui peuvent être mis voilà, je ne sais pas. Et effectivement, comme tu dis, c'est souvent hébergé à l'étranger, donc comment dire, ça ne relève souvent pas du droit français. J'ai pas de réponse, malheureusement. C'est pour ça que, du coup, pour moi, c'est vraiment la prévention qui est la plus importante. Et ça fait partie des programmes d'éducation. Et du coup, ça rejoint ta question sur les programmes d'éducation. Tu disais comment les mettre en place. Moi, j'ai pas la réponse forcément à toutes ces questions. Ce qui est compliqué, c'est que le temps scolaire, il n'est pas extensible. Donc, effectivement, il faut forcément que ça se fasse en échangeant avec les enseignants, en fait, pour savoir comment faire. Est-ce que c'est des intervenants extérieurs qui doivent venir régulièrement une fois par semaine? Est-ce que c'est les enseignants eux-mêmes qui doivent prendre du temps scolaire? Est-ce qu'on peut considérer, mais j'ai pas envie je ne sais pas, mais que certaines matières peuvent être un peu moins, je ne sais pas. Est-ce qu'il faut prioriser ça par rapport à d'autres choses? C'est vraiment, ça va être de l'ordre, enfin, je veux dire, à partir du moment où on mettra ça sur la table, effectivement, il y aura beaucoup de questions auxquelles j'ai pas forcément la réponse là immédiatement, mais je pense vraiment qu'il faut apprendre aux enfants la notion de consentement. Il faut il faut déconstruire les clichés, les stéréotypes sociaux. Il faut apprendre aux petites filles qu'elles sont pas moins fortes en mathématiques, qu'elles ont le droit d'être ingénieures, que la société actuellement n'est pas à l'image d'une réalité. Comment dire, des capacités des enfants, en fait, leur expliquer, il y a tellement de choses pour déconstruire cette société patriarcale à dire aux enfants que effectivement, ça prend du temps scolaire et c'est pas facile de résoudre ce problème. Et ça doit commencer très très tôt parce que y avait par exemple une étude qui a été faite par le CNRS récemment, 3 pays dont je crois un pays scandinave, peut-être la Norvège et le Liban, j'ai oublié le 3e pays, peut-être la France. On posait la question à des enfants entre 3 et 5 ans, on leur montrait 2 silhouettes, une visiblement dominante et une visiblement dominée. Et ces 2 silhouettes étaient agenrées. On leur disait, à ton avis, quelle est la fille, quel est le garçon? Alors évidemment, on est dans une binarité des genres totale. Hein. On leur demande pas... Enfin voilà. Et du coup, les enfants, spontanément, très très jeunes, répondaient que la silhouette dominante était le garçon et que la silhouette dominée était la fille. Pour dire à quel point ça commence extrêmement tôt et à quel point il faut commencer à se sensibiliser très très tôt. Et c'est vraiment le rôle de l'école de faire ça. Et après, ça va être... le rôle aussi des parlementaires de travailler là-dessus pour voir comment ça peut être fait en partenariat avec les enseignants. Et pour les réseaux, vraiment désolée, je ne suis pas experte malheureusement. Bon, pardon, tant pis, mais je voulais pas trop parler, mais vous savez, quand ça devient littéralement ce qu'on appelle le combat d'une vie, on se retrouve à pouvoir parler de beaucoup de choses. En fait, sur les réseaux sociaux et sur Snapchat en particulier, il y a 2 choses différentes. Il y a à savoir le contrôle
en soi de la plateforme et le contrôle que la plateforme exerce. Et ensuite, il y a la légalité même du contenu et de son usage. Donc sur le contrôle de la plateforme et de ses règles, ça, en effet, c'est la grande lutte de nos camarades qui s'occupent du libre, de nos camarades qui luttent contre les GAFAM. Et là, en effet, c'est aussi une lutte très économique pour se poser la question, y compris dans un espace démocratique. Par exemple, vous êtes élu, vous êtes cyberharcelé par quelqu'un, vous le bloquez, parce qu'au bout d'un moment, vous en avez marre. Et puis on vous dit mais c'est pas démocratique, en tant qu'élu tu devrais avoir la responsabilité de répondre à tout le monde. Mais bon, est-ce que c'est à Twitter de décider de quel est l'usage démocratique? Est-ce que dès lors que je respecte la loi, est-ce que mon mur Facebook est censé être une démocratie? Je suis pas certaine. Donc ça déjà c'est un premier problème. Et là-dessus tu vas avoir en effet des filtres pour aller un peu contre ça. Tu vas avoir les chartes des grands éditeurs, tu vas avoir la responsabilité éditoriale de certaines plateformes, de certains hébergements. Et donc là, en effet, la question du lieu d'hébergement, donc la question de savoir dans quel pays tu vas pouvoir aller en termes de législation est extrêmement important. Mais faut lire toutes les conditions générales d'utilisation. Et je ne vous demande pas à main levée qui lit toutes les conditions générales d'utilisation de l'ensemble des sites et des applications que vous utilisez. Donc, premier problème. Et ensuite, en termes de contenu et d'usage, la majorité de la bande passante utilisée dans le monde, pour ce grand truc qu'on appelle l'Internet, qui est un désastre aussi écologique en termes de consommation d'énergie, la grande majorité est utilisée pour la pornographie. Ça dit quand même quelque chose de l'état de notre société, des priorités qu'on a, et j'ai plus le pourcentage exact de pornographie qui est en fait de la pédocriminalité, mais c'est extrêmement inquiétant. Et là, on commence à avoir des débats extrêmement pointus, parce que ça pose la vraie question importante entre démocratie et liberté, entre liberté et sécurité, entre liberté et égalité, à savoir un hébergeur qui supprime de manière automatique tout contenu pédocriminel. Est-ce que c'est le grand capital qui s'immisce trop dans vos vies, ou est-ce que c'est une intervention responsable d'un acteur qui ne devrait pas laisser ce genre de choses? La question se pose parce que Apple, aux États-Unis, a fait une suppression massive dans son cloud de contenu pédopornographique. J'ai pas la solution à ça. J'ai pas la solution là immédiate. Le jour où on sera non pas uniquement au pouvoir en France, mais dans le monde, on pourra se poser la question de l'automaticité. En attendant, il faut simplement qu'en tant que militants et militantes politiques, on travaille sur l'ensemble des leviers. Sur l'éducation, pour que plus jamais des gamins de 14 ans se disent que c'est chouette de faire du chantage à la copine à côté pour savoir, enfin bref, je passe les détails, pour que plus jamais on entende dire des pratiques pré-prostitutionnelles, quand en fait il y a un réseau de surveillants proxénètes qui font faire des fellations à des gamines pour leur donner des téléphones portables. C'est un trafic d'êtres humains et c'est de la pédocriminalité en bande organisée, etc., etc., etc. Donc il faut vraiment travailler sur tous ces leviers-là. Ça ne rend pas le travail plus facile. Mais la question technologique est encore, et comme souvent, un simple outil. Et en l'occurrence, il va y avoir deux choses à attaquer. C'est à la fois le complexe technologico-capitaliste et de l'autre côté, le complexe sexiste. Et les deux se sont vachement bien organisés depuis 3000 ans pour fonctionner ensemble. On va prendre encore 2 ou 3 questions pour aller très vite, mais vraiment, je suis désolée, mais on ne va pas avoir beaucoup de temps pour essayer de mieux vous répondre. Bonjour. Du coup, je suis pas sûr. J'ai l'impression d'être on vous entend pas. J'ai l'impression d'être un tout petit peu légitime pour discourir de tout ça, parce qu'il y a 10 ans maintenant, j'ai été condamné à une peine de prison ferme, 6 mois, que j'ai pas fait, qu'on a amélioré. J'utilise mes mots. Et le fait est que lors de tout le processus judiciaire, policier, etc., de l'enquête et tout, j'ai beaucoup réfléchi, je suis revenu sur mes actes, etc. Et le fait est que malgré tout, après tout ça, en tout cas, certains hommes peut-être aussi sont aussi traumatisés de l'interaction homme-femme. Après coup, c'est la panique dans mon cœur, c'est la panique avec les femmes, c'est la panique dans la société. Aussi suite à ça, suite à cette
c'est suite à cette imprégnation de ce que moi j'ai pu être capable de faire. Voilà, merci. Merci. Alors, qui c'est qu'il y avait d'autres? Il y avait une dame là-bas, je sais pas trop. Là-bas, on n'a pas trop. Moi, je voulais illustrer un petit peu ce que vous disiez toutes les quatre. Enfin, déjà, vous remercier pour votre engagement et ce que vous faites. Et je voulais illustrer le manque de moyens dont vous parliez. Moi, je viens du département du Jura. C'est 260 000 personnes, donc grosso modo 130 000 femmes. Le procureur, dans son bureau, il a 6 bracelets anti-rapprochement. Voilà. 6. C'est peu. C'est très peu. C'est plus que les doigts d'une main. Ouais. Voilà, je trouve que ça illustre bien quand on parle de manque de moyens. Je voulais rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure par rapport au compte Ficha et comment est-ce qu'on peut lutter contre ça. Donc les comptes Ficha, c'est des comptes sur les réseaux sociaux qui diffusent des contenus qu'on qualifie de revenge porn. Il y a un collectif qui s'appelle Stop Ficha, qui cherche toujours des gens pour agir. En fait, le collectif organise des raids sur les réseaux sociaux, principalement Telegram, Snapchat et Insta aussi, pour en fait faire du signalement en masse de comptes qui diffusent du revenge porn. Voilà, il y a des raids à peu près une fois par mois. Ça a commencé, ça s'est beaucoup développé lors du premier confinement et ça continue. Donc voilà, si vous voulez trouver des infos là-dessus, n'hésitez pas, il y a toujours besoin de mains. Et les 2 dernières choses que je voulais dire par rapport à ce que vous disiez, monsieur, tout à l'heure, juste parler de la FNACAV qui a été créée, pareil, lors du premier confinement. En fait, il y a un numéro que j'ai oublié, que vous retrouverez très facilement sur Internet, qui est destiné aux personnes qui peuvent céder à des comportements violents et qui accompagne en fait justement les personnes qui se sentent prêts à franchir le cap de la violence et qui ont besoin d'aide. Donc voilà, il faut savoir que quand aussi on sent qu'on va péter un plomb, qu'on est dans une situation où on va pas bien et qu'on peut devenir violent ou violente, il y a aussi des solutions. Et la dernière chose que je voulais dire, c'était sur les ordonnances de protection. Quelqu'un disait tout à l'heure que ce serait bien que les procureurs et que les procureurs, puissent s'auto-saisir peut-être plus souvent, plus facilement, et que ça rentre un petit peu plus dans leur tête que c'est possible. Moi, j'ai accompagné une femme victime de violences conjugales avec des violences psychologiques, économiques, sexistes, vraiment de tout ordre. Ça a été très compliqué pour elle. En fait, le procureur s'est auto-saisi. Il a délivré une ordonnance de protection et elle l'a vécu comme une autre forme de violence. Donc, c'est très bien que la justice, que les procureurs puissent le faire. Je pense qu'il faut quand même avoir conscience que des victimes puissent le vivre comme une violence supplémentaire, parce que du coup, on les infantilise aussi sans leur laisser ce choix-là, et on décide à leur place ce qui est le mieux pour elles. Et voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Merci. Merci beaucoup. Une dernière question, et puis après, on donnera peut-être quelques réponses et on ira vers la conclusion. Donc je voulais remercier toutes nos intervenantes, en particulier Raphaël, Rémi Leleu et Claire, dont j'ai oublié le nom, qui était très intéressante. Du coup, je voulais aussi remercier plus particulièrement de nouveau Raphaël d'avoir mis le doigt là où ça gratte un peu, c'est-à-dire la présence de Pierre Jox à ces amphis. Parce que je pense que le combat féministe, c'est quand ça gratte. Il ne viendra pas. D'accord, mais il était invité. En tout cas, je trouve que c'est bien quand ça gratte, c'est qu'on a un endroit qui est assez juste. Du coup, je vais poser une question qui touche les féminicides, mais qui est plus large. J'ai eu dans mon entourage, on a toutes dans nos entourages des personnes victimes de violences sexistes et sexuelles. J'ai eu dans mon entourage dernièrement et dans mon entourage affectif un proche qui n'était pas vraiment un ami, mais qui n'était pas non plus quelqu'un qui m'était indifférent, qui a été accusé d'attouchement sexuel sur mineur, en l'occurrence sa belle-fille. Donc la question de la présomption d'innocence, quand c'est éloigné, c'est quelque chose qui est quand même un principe fort qu'on ne peut pas non plus jeter totalement aux oubliettes. Et ça prend une autre dimension quand ça impacte aussi un entourage. Donc j'aimerais avoir votre point de vue sur cette question de la présomption d'innocence, qui n'est pas non plus quelque chose qu'on peut complètement balancer. Et je suis prof en collège, et donc je vais terminer par une anecdote. En dehors du programme, il y a les questions de vie scolaire.
suite à un programme de MMC, moi j'ai eu une gamine qui est venue me voir en se balançant d'un pied sur l'autre en me disant ah mais oui il y a machin, il s'amuse mais je sais pas trop quoi. Je me dis mais de quoi elle me parle cette gamine? Comme j'étais féministe un peu formée, je me dis mais il doit y avoir un truc, donc je gratte un peu. Ah non mais c'est machin, mais en fait il fait que rigoler. Mais quand même, et donc il y avait 2 autres de ses copines qui attendaient à la porte. Je me dis, oh là, qu'est-ce qui se passe? C'était des 5e. Donc je gratte, les 2 gamines rentrent. Je leur dis, mais asseyez-vous, blablabla. Au bout d'une demi-heure de conversation, il s'avérait que le gamin en question leur envoyait des messages, je te fais des bisous et tout, mais aussi des attouchements sexuels sur leur poitrine et leurs fesses naissantes. Donc là, je fais un signalement, j'envoie ma principale adjointe qui se déclarait féministe. Donc là, tout de suite, dans la salle des profs, moi, j'étais fière de moi. Je me dis, ouais, putain, c'est cool, voilà. Donc là, je continue mon histoire. Donc, c'est pris en charge. Je demande la suite. Mais alors, c'est quoi la suite? Le gamin est convoqué. Puis d'ailleurs, ça tombait bien, comme c'était un gamin à problème, ils ont fait tout le point sur les autres trucs. Donc, en fait, la question des violences et des attouchements était noyée dans les questions du comportement global, des insolences et des résultats scolaires. Et la suite, c'est suite à une rencontre avec les parents, il y a une fiche de suivi. Sur la fiche de suivi, il y avait comportement, cours, travail scolaire. Et je reprends les gamines une semaine après et je leur dis alors, qu'est-ce qui se passe? Oh mais non, c'était pas très grave, ils rigolaient. Et voilà comment ça s'est terminé. Et voilà, c'était juste ce dont je voulais témoigner. Merci beaucoup. Bonjour. Alors, moi, je voudrais juste vous dire qu'au nom du livret du groupe thématique Égalité Hommes-Femmes, on a aussi fait une partie du travail sur la question de l'enfant, du statut de l'enfant dans les féminicides, parce qu'il s'avère qu'en réalité, les enfants ne sont pas suivis et que le père, généralement même en prison, garde l'autorité parentale et que l'enfant aussi est soumis ensuite à l'âge adulte à l'obligation de subvenir aux besoins du parent, à le nourrir et à le loger si besoin, en fait, même si le père donc, a assassiné la mère. Et donc on a vu une action en justice en cours des enfants qui demandent à changer de nom et qui demandent aussi donc à changer la filiation pour qu'ils soient plus redevables par rapport au père. Et je voulais vous remercier aussi donc, pour toutes vos interventions. Voilà. Et merci Sophie. J'essaye de répondre vraiment très très vite. D'abord sur les enfants. En effet, les enfants sont souvent co-victimes et où la violence sur enfants, comme c'était dit tout à l'heure, est le moment déclencheur du en fait non c'est trop, non je reconnecte, non je comprends que c'est un danger pour ma vie. C'est un moment qui sort de la sidération aussi souvent quand il y a la violence sur enfants. En tant que conseillère de Paris, je suis également conseillère départementale, truc auquel personne ne pense initialement quand on fait une élection municipale à Paris. Du coup, on s'occupe également de l'aide sociale à l'enfance, on s'occupe également des pupilles de l'État. Et Claire vous donnait la référence de Lias Loufoque que je vous invite vraiment à suivre et à soutenir. Il y a énormément de choses à faire sur la protection de l'enfance et j'en profite pour avoir une parlementaire à côté de moi. Il va y avoir une réforme de la protection de l'enfance. Là, il y a déjà eu des tentatives dans la loi 3D de départementaliser cela entièrement, ce qui est à mon sens un grave danger. Pas uniquement parce qu'on a des départements qui sont aux mains de réactionnaires et de conservateurs, mais aussi parce que les départements ne sont pas des structures de puissance publique nécessaires et suffisamment solides pour gérer la protection de l'enfance, vu l'état aussi dans lequel est aujourd'hui la protection de l'enfance. Voilà pour la protection de l'enfance. Pour les victimes en général, je disais, il ne faut pas les essentialiser, il ne faut pas refaire... Après le cliché du violeur d'origine étrangère croisé dans une ruelle sombre, il ne faut pas non plus tomber dans le cliché de la femme victime de violences sexistes et sexuelles. C'est une femme mariée avec enfants, etc. Enfin, pas forcément. Et donc vraiment, la violence masculine est universelle. Donc sortons-nous de ces a priori-là et laissons la parole, laissons-les nous expliquer, laissons-les nous parler de leur parcours de vie et de ce qui s'est passé, de ce qui s'est pas bien passé. Ça n'empêche pas notre parole publique et notre analyse, mais on a besoin de ne pas retomber dans des clichés, sinon on va faire reculer les luttes. Et alors sur Pierre Jox et la présomption d'innocence. En fait, c'est pour ça que je vous parlais un peu de travail féministe tout à l'heure. Moi, j'étais très très contente d'être invitée aux universités d'été de la France Insoumise.
Vraiment, moi, c'est ma première année, du coup, en tant qu'élue. En tant qu'Oser le féminisme, déjà, on n'avait pas été invité, je crois, ou peut-être c'est pas moi qui étais venue, je crois. Et donc, c'était la première fois que je faisais les amphis. En plus, je le fais en tant qu'élue écolo, donc vraiment très contente, parce que je trouve que c'est important de poser des ponts entre nous sur un sujet féministe, donc je me sentais vraiment à l'aise, et puis j'avais aussi envie de dire merci à la fois aux parlementaires avec lesquels j'avais travaillé quand j'étais en charge du plaidoyer d'Oser le féminisme, mais aussi aux élus féministes de la France Insoumise avec qui j'ai la chance de siéger en Conseil de Paris. Et donc moi, toute contente, je mets un tweet en mode « chouette, je vais aux amphis ». Et là, on me dit « haha, chouette, mais du coup, ça te dérange pas d'y aller avec un agresseur ?» Donc là, tu te retrouves à reprendre tout le programme, à voir que c'est pour une question de sécurité en plus, qui est un de mes sujets de prédilection. Et tu te dis, mais en fait, je vais retomber sempiternellement dans le même débat sur la présomption d'innocence, sur la responsabilité en politique, sur notre responsabilité collective, sur c'est la charge de qui? C'est pas la tienne, c'est pas la mienne, c'est pas celle des responsables du livret égalité femmes-hommes, mais c'est tout le temps à nous qu'on va demander des comptes. Et donc, c'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure d'impunité, que j'ai voulu le dire. J'en ai marre que mon travail politique, que mon travail militant, que ma charge politique et militante, ça soit les 3/4 du temps répondre... Enfin non, allez, je vais être sympa. Moitié du temps, je réponds à l'extrême droite qui me dit « Vous faites des chasses aux sorcières, bande de talibans, écolos, islamo-gauchistes sorcières. » Et l'autre moitié du temps, j'ai mes alliés, vous, nos alliés naturels, pas naturels, nos alliés politiques, nos alliés dont on a besoin, qui me demandent de faire en loose day la fameuse chasse aux sorcières. Et qui m'appellent en me disant « Ah oui, mais sur lui, tu as des infos, en fait, parce que sinon, il va être numéro 5 sur notre liste. » Je n'ai pas le droit de tenir la liste noire des agresseurs dans nos milieux politiques. Je ne peux pas le faire, c'est interdit. Mais même en tant que femme, en tant que victime, je n'ai pas le temps, je n'ai pas la ressource, je n'ai plus la force de le faire. Donc, croyez les victimes, ayez confiance un petit peu tout de même dans les médias qui font des enquêtes fouillées. Faites confiance au jugement qui dit que la victime a été relaxée quand il l'a attaquée en diffamation. Et quand vous voyez ça dans un programme, prenez-vous aussi un peu cette charge militante-là. C'est comme ça qu'on ira contre l'impunité et c'est comme ça qu'on fera en sorte d'être toutes beaucoup mieux protégées. Merci beaucoup. Alors, on va devoir être très court, donc si tu veux bien. Après, je vous dirai un tout petit mot pour conclure, mais je te laisse. Oui, très rapidement, parce que donc il a été question de l'obligation alimentaire. Normalement, c'était une des mesures du Grenelle. Je suis étonnée que ça ne soit pas passé. C'était de justement que en fait, un enfant puisse se voir déchargé de l'obligation alimentaire envers le parent violent. Donc si ce n'est pas fait, scandale de plus. Je me renseignerai du coup, parce que c'était une des bonnes choses qui était sortie du Grenelle, une des rares bonnes choses qui était sortie du Grenelle. Donc affaire à suivre. Par rapport à l'anecdote que tu racontais en collège, c'est super intéressant parce qu'en fait, je ne sais pas si vous le savez, mais sur les violences sexuelles sur mineurs, un tiers des auteurs sont eux-mêmes mineurs. Donc il faut aussi faire attention à ce qui se passe à l'école parce que ce n'est pas seulement des adultes qui exercent des violences sexuelles. Et après, sur la présomption d'innocence, c'est toujours un petit peu ce qu'on nous donne comme pierre d'achoppement. Mais c'est vrai que le problème, c'est qu'à un moment donné, j'ai envie de parler un petit peu en termes vaccinal, balance bénéfice-risque. Je ne sais pas comment dire ça, c'est-à-dire qu'à un moment donné, quand il y a des soupçons sérieux sur un enfant, peut-être que l'enfant ment. D'abord, je rappelle quand même qu'il y a entre 1 et 2% de fausses déclarations de violences sexuelles. Mais simplement, effectivement, il y a une possibilité que ce ne soit pas vrai. Maintenant, est-ce qu'on va laisser un enfant, et j'imagine que quand c'est dans un proche, quand il s'agit d'un proche, c'est très très difficile parce qu'on a tendance à croire le proche et à pas imaginer que ce soit possible. Mais est-ce qu'on va laisser un enfant avec même une mince probabilité tout le temps Alors c'est aussi l'idée, c'est que l'instruction dure pas 1000 ans. Donc en fait tout ça se recoupe. C'est-à-dire que les instructions, il faut qu'elles soient rapides pour que justement s'il y a un éloignement et que c'est finalement injuste parce que l'enquête peut parfois démontrer que finalement il n'y avait pas d'auteur de violence, dans ce cas-là, il faut que ce soit rapide, mais il faut aussi protéger les enfants et croire les victimes. Et actuellement, la tendance n'est pas à croire les victimes. Les psychologues vont dire j'ai pas assez d'éléments, donc je laisse cet enfant dans sa famille, même s'il y a eu quelques éléments.
l'enfant a donné des indices de maltraitance, mais on n'est pas sûr, donc on va le laisser, et puis il ne va pas y avoir les moyens de suivi, etc. Donc quand même, actuellement, quand on sait que 1% des viols seulement sont condamnés, et quand on sait qu'il y a très très peu de condamnations mensongères, oui, la présomption d'innocence, c'est extrêmement important, mais il faut aussi mettre les victimes, et notamment lorsqu'elles sont enfants, en sécurité. C'est aussi tout aussi important. Oh, excusez-moi, ah oui, il y aura un temps de conclusion. On va pouvoir conclure après, ou c'est la fin là? Ok, juste un dernier truc. D'accord, j'ai pas du tout parlé des violences gynéco et obstétricales, c'est extrêmement important, c'est une violence institutionnelle et je voudrais que ce soit un chantier parlementaire, parce que je vous invite à suivre le compte Facebook Stop Violence obstétricale et gynécologique, il est génial, il y a plein de témoignages, de recensements de violences, et vraiment c'est très très grave, et ça fait partie d'un tabou, on n'en parle jamais, et pourtant c'est très 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 répandu. Voilà. Je suis désolée, il faut qu'on laisse la place pour la prochaine conférence, mais je suis ravie de voir que et je pense qu'on est toutes ravies de voir que le sujet intéresse beaucoup de monde. Première chose, je voudrais remercier l'ensemble des intervenantes. D'abord Claire Charlès, Rémi Leleu, notre députée Bénédicte, l'ensemble des participants du livret égalité hommes-femmes, et une petite pensée pour l'animatrice qui devait être là à ma place et qui est absente malgré elle pour des raisons personnelles. Merci à vous d'être restés jusqu'au bout.